Ouais, donc c'est chiant. C'est assez chiant, des fois, il y a un Valentin, waouh! C'est vraiment la scout de ma mère. Alors, en tous les cas, donc, en tous les cas, ça c'est, ouais, et tout merci d'assister. Donc, ouais, donc ça, c'est un chiot. Ça, c'est le chiot que j'avais préparé déjà avant la tirade de ma mère. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut, honnêtement. C'est plus, en fait, un chiot sur les voies de la mezouza que sur les voies des rois. Mais bon, moi, j'en sais rien. Comme c'était ça ce qui était sorti, je me suis dit, OK, on va. Donc, voilà, donc ça veut dire ça. Donc en fait, donc, on est dans les lois des rois. Et donc, en fait, l'idée, c'est de savoir sur quel type de maison, puisqu'en fait, on a vu, donc, il y a 3 exemptions dans les guerres facultatives, dans la guerre de Réchout, qui exemptent, en fait, un soldat d'aller à la guerre. C'est soit s'il s'est marié, soit si, en fait, il a construit une maison, soit s'il a planté une vigne. Et donc, en fait, la Gemara, elle va discuter, aussi la Gemara, elle parle de ça. En fait, c'est à savoir, de quelle maison on parle, quoi. Ça veut dire quelle doit être la taille de la minimale de la maison pour que ça justifie, ça puisse permettre, en fait, une exemption d'aller à la guerre. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est la Gemara qui parle de ça. Donc, en fait, le Rambam, il fait que répéter la Gemara. Donc, mais on va faire la Gemara après. Donc, la Gemara dit comme ça. En tout cas, le Rambam, il dit, donc, on est dans le chapitre 7 à la 5. Et Had Bait et Shivato, donc que ce soit quelqu'un qui construit une maison pour s'y installer, et Had Bait Abakar, mais même si jamais quelqu'un construit une étable, Beit Aitzim, même s'il construit en fait une sorte de storage, je ne sais pas comment dire en français, ça veut dire de grange, ou ça veut dire voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, bref, ça veut dire de maison pour les bois, pour mettre du bois, quoi, un entrepôt. Beta Otsarot, voilà, n'importe quel type d'entrepôt. Oui, le verra où il les dira. Donc, puisque en fait, ça peut être, ça pourrait être habitable, c'est ça l'idée, puisque ça pourrait être habitable. Donc, tous ces cas-là, Verhad abonné, que ce soit celui qui construit, Verhad aloker, que celui qui achète, même si quelqu'un achète un nouvel appartement ou un nouvel entrepôt ou un nouvel n'importe quoi. Verhad Jonathan Lobematana, ou quelqu'un qu'on lui aurait donné en cadeau, ou à Yoresh, ou si quelqu'un l'a hérité. Pardon. Non, donc, dans tous ces cas-là, c'est suffisant pour justifier que la personne, elle rentre et qu'elle n'aille pas à la guerre. Voilà. Maintenant, on nous dit, après ça devient compliqué, hein, mais puisqu'il va y avoir des cas où ça ne marche pas. Donc, c'est abonné Beit Teven. Donc, celui qui construirait une maison pour mettre du foin. Donc, voilà, c'est difficile à comprendre. C'est quoi la différence entre une maison pour mettre du foin ou de la paille et une maison pour mettre du bois? Puisque une maison pour mettre du bois, ça exempte, mais une maison pour mettre de la paille, ça exempte pas. Mon bête achar, ça voudrait dire en fait une maison, ça veut dire quelque chose qui serait en fait pour mettre à l'entrée d'une maison ou à l'entrée d'une propriété, quoi, comme il y avait avant, c'est-à-dire, ça veut dire quand tu rentrais dans une propriété, il y avait une sorte de maison pour le gardien ou quelque chose comme ça, ou même. Madame a dit, je me rappelle, sur la Yeshiva du Rassi où il y avait une ancienne propriété à l'entrée, il y avait une maison qui servait de billard à la base. Je ne sais pas pourquoi les gens ils aimaient jouer au billard en plein air. Je ne sais pas, ça veut dire à l'entrée de la propriété, je ne sais pas pourquoi. C'est devenu un mikvé. Un mikvé vaisselle. Ouais. Okay, bon, en tout cas, donc Bedachar, ça serait une maison en fait qui serait à l'entrée de la propriété. Arsadra, où ça voudrait dire, donc Arsadra, c'est une véranda, ça voudrait dire une sorte d'extension, quoi, comme ils font les Américains. Ça, c'est très, ça veut dire, voilà, c'est une maison en fait où il y a des murs ouverts, où en fait les gens ils peuvent, voilà, où ça veut dire, c'est une véranda, on dit en français, mais voilà, ça veut dire en fait, ça veut dire ce qu'ils appellent en américain, en anglais, une sunroom. Je ne sais pas comment ça se dirait, tu vois, en français. Voilà, une véranda, ou mirpleset, ou bien un balcon. Donc tout ça, ça suffirait. Ça serait pas exemple. Ça exempterait pas la personne. Au Baït Tienbo Abahamot à l'Abahamot, ou bien une maison qui a pas au moins 2 mètres carrés, ou à Gozel Baït, ou celui qui vole une maison, Rezé no Hoser. Dans tous ces cas-là, en fait, donc la personne, elle n'est pas exemptée d'aller à l'armée. Donc en fait, c'est sûr que bon, une des questions clairement, c'est de savoir c'est quoi la différence entre une maison pour mettre de la paille et une maison pour mettre du bois. Et voilà. Après ça, les autres cas, on peut considérer. Voilà. Ça veut dire, a priori, les autres cas, la raison pour laquelle ça veut dire une extension dans la maison, a priori, ça n'a pas l'air d'être suffisant, quoi. Ça veut dire. Tout ça, c'est pas très clair. Hein. Ça veut dire, c'est pas très clair.
Mais on a l'impression, ça veut dire, parce que si vous voulez dire que toute extension dans la maison, c'est pas quelque chose qui est exempt, il aurait dû dire toute extension dans une maison ne rend pas exempt. Mais du fait qu'il a dit, non, c'est une maison qui est sur l'entrée ou quelque chose, ou un couloir ou une véranda, etc., ou un balcon, on a l'impression qu'en fait, si c'était vraiment une véritable chambre, si jamais quelqu'un y rajoute dans sa maison, je ne sais pas, une pièce qui fait 4 mètres sur 4 mètres, ça serait aussi ça exempterait aussi d'aller à la guerre, quoi. Donc voilà, en tous les cas, ça c'est ce que le Rambam dit. Avant d'aller plus loin, ça veut dire, moi, ce que je veux simplement essayer de, ça veut dire, moi, je vous dis simplement, c'est pour ça que ça fait plus un cours sur les lois de la mezouza, c'est parce qu'en fait, il y a une distinction, en fait, ça veut dire, dans Maïmonide, en fait, il y a une contradiction en réalité, ça veut dire, en tous les cas, il y a une distinction ou une contradiction qui est faite en réalité entre la maison, ça veut dire ce qu'il appelle une maison pour le bois ou une maison pour un storage, quoi, une maison, un entrepôt, où ici, en fait, il dit que ça serait considéré comme une maison pour exempter la personne d'aller à la guerre. Et par contre, est-ce que l'idée, à savoir, est-ce qu'il faudrait mettre une mezouza sur ces choses-là? On va voir qu'il y a une différence, etc. Donc, en fait, le sujet, il va être beaucoup par rapport à ça, quoi. Ça veut dire, en fait, ce que je veux dire, pour expliquer en 2 mots, je viens que de lire le Rambam pour l'instant et les questions que ça pose, etc. Ça veut dire, et c'est basé sur la Gemara, mais ça veut dire, pour expliquer en réalité, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une distinction en tous les cas sur ce qu'on appelle l'habitation, le concept d'habitation en ce qui concerne les lois de ce qui rendrait quelqu'un exempt d'aller à la guerre, et ce qu'on appelle une habitation en ce qui concerne la mezouza, quoi. A priori, selon Maïmonide. Et voilà, et ça va être ça le sujet. Hein. C'est un sujet, je sais pas, bref, c'est ça ce qui sort. Voilà. Et le robot qui arrive en retard. D'accord, d'accord. En tous les cas, donc voilà. Donc, en tous les cas, ok. Donc ça, c'est le Rambam. Je pense que normalement, dans les textes que j'avais dit, c'était parce que je fais un petit peu du réchauffé. Je pense que j'avais ramené la Gemara, la seconde, la Gemara dans Sota, qui est la source de ça, quoi, qui est au début du chapitre. Si j'arrive à une seconde, j'ai perdu l'automatisme. Comment est-ce qu'on fait pour voilà, c'est bon. Voilà. Donc, ok, une seconde, il faut que je fasse autre chose. Une autre manip. J'espère que rien de la catastrophe n'arrive. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est la source dans la Gemara. Ouais. Donc, ça, c'est la source dans la Gemara. Donc, Mi Aisha Shabana Bait Hadash, qui est l'homme qui a construit une nouvelle maison. Tanoura Bana, Nomaïd nous a enseigné. Achar Bana, donc celui qui a construit. Aniela Bana, il n'y a que celui qui a construit. Lakar Yarash Venitan Nobematana, si jamais quelqu'un donc il a acheté ou il a hérité, on lui a donné en cadeau, Minaïn, d'où est-ce qu'on sait que dans tous ces cas-là, il est malgré tout exempté aussi d'aller à la guerre? Talmud Lomar, Mi Aish Asher Bana, qui est l'homme qui a construit? Donc on a l'impression que le qui est l'homme, j'imagine, c'est quelque chose qui est en trop. Et donc, ça voudrait dire que c'est pas vraiment, quel que soit l'homme qui l'a construit, à partir du moment où la personne, elle l'a reçu, soit en cadeau, soit en héritage, soit elle l'a acheté, elle a été construite par quelqu'un, donc ça ferait comme si la personne elle-même, elle l'aurait construite. Et donc, ça l'exempterait, en fait, d'aller à la guerre. Voilà, donc ça, c'est ce que Maïmonide avait dit à la fin. Ensuite, c'est ça, sur l'idée, c'est Baït, donc il y a marqué une maison. Enmi et la Baït, ça veut dire il n'y a qu'une maison, ça veut dire le verset parle d'une maison. Mais Naïl les rabot beit à Teven, d'où est-ce qu'on sait que même donc, une maison qui est faite pour garder du foin, donc contrairement à ce que Maïmonide il a dit, ou beit à Bakar, une maison qui est faite, une étable, ou beit à Etzim, ou bien une maison en fait qui est là pour entreposer du bois, ou beit à Otsarot, ou n'importe quel entrepôt, Talmud Lomar, Asher Bana, celui qui a construit. Donc il semblerait que le mot qui a construit, c'est encore en trop, et donc ça inclut tout ça. Donc de ce passouk-là, on apprendrait que ce n'est pas simplement une maison en fait où on habite, mais même une maison qui sert d'entrepôt. C'est aussi, ça veut dire c'est exemptatoire, quoi, ça exempterait la personne d'aller à la guerre. Mikol Makom, quoi qu'il en soit. On voit que la Gemara, elle n'a pas ramené, ça veut dire ce que Maïmonide, ça veut dire, après je lis la Gemara, et après je vous ferai remarquer la différence qu'il y a avec Maïmonide. C'est donc il y a Shambana qui a construit quoi qu'il en soit. Et Holshani Marbe Af Abonné Beit Shar Arsadra en Merpeset. Ça veut dire, est-ce que j'inclurais aussi celui qui a construit donc une maison à l'entrée, ça veut dire une maison de garde ou quelque chose comme ça, Arsadra, une véranda, en Merpeset, un balcon. Talmud Lomar, le verset nous dit non, Baït, c'est exclusif. Ma Baït Araoui les dira. Donc, de la même manière qu'une maison, c'est quelque chose qui doit être apte à habiter. Afkol Araoui les dira, ça vient inclure tout ce qui est apte à habiter.
Donc voilà, et donc c'est sûr que cette Gemara, donc ça, si vous voulez, c'est la source de la Gemara de Maïmonide. Donc ce qui semblerait, c'est que la raison pour laquelle on inclut une étable et des entrepôts, c'est parce qu'en fait, on peut habiter dans un entrepôt. On peut habiter dans une étable, on peut habiter, ça veut dire, puisque la conclusion, c'est quelque chose qui est apte à habiter. Maintenant, il semblerait que habiter dans un balcon, habiter dans je sais rien, dans une véranda, ou dans une maison qui serait à l'angle, à côté d'une porte, à côté de l'entrée, ça ne s'appelle pas quelque chose qui est apte à habiter, quoi. Et ça, c'est clairement compliqué à comprendre, quoi. C'est-à-dire, parce qu'a priori, qu'est-ce qu'on appelle habiter? Et ça veut dire, a priori, moi, j'aurais dit qu'on habite plus sur son balcon, surtout dans les pays où il fait chaud, que dans une étable ou dans un entrepôt. Tu vois, on voit bien que c'est pas le fait d'habiter, c'est le pouvoir habiter. Mais la question de ce qu'on appelle habiter, c'est vraiment, tu vois, c'est compliqué, quoi. Qu'est-ce qu'on appelle habiter? Pour donner un exemple, par exemple, ça veut dire, un exemple où on voit ça, c'est dans les parcs, dans les lois de Shabbat, c'est un truc qui n'a rien à voir, mais c'est pour donner un exemple, c'est pour les lois de Shabbat, on sait qu'un endroit, un enclos qui fait plus qu'une certaine dimension, même s'il est entouré avec de méchitsa, en fait, ça prend, on ne peut pas porter dedans, parce que ça s'appelle une maison qui est chez l'eau Kaf Dira, ça veut dire un carfef chez l'eau Kaf Dira, c'est-à-dire un enclos qui n'a pas été enclos pour habiter dedans. Alors, ça devient carmélite s'il fait une certaine distance, une certaine mesure, et on ne peut pas porter à l'intérieur. Mais la question est de savoir, en fait, par exemple, tu vois, ça veut dire, est-ce qu'on peut porter dans les parcs publics? Je veux dire, à Paris, bon, ça ne se pose pas tellement la question, mais si jamais quelqu'un, par exemple, il veut porter son enfant dans les Buttes-Chaumont, un truc comme ça, etc., ça veut dire, c'est là ce qu'on a le droit, etc. Et ça veut dire, la réponse, elle est que, tu vois, la réponse, elle est que oui, d'après la majorité des décisionnaires, parce qu'ils disent que le fait la récréation, ça veut dire quelque chose, tu vois, si jamais un parc il est fait pour que les gens se promènent dedans, ça s'appelle une habitation. Ça s'appelle que c'est fait pour l'habitation. Il y en a qui disent parce qu'il y a un gardien qui habite dedans, mais même si jamais, c'est vrai qu'en général, il y a une maison de gardien dans tous les parcs à peu près, même s'il n'y a plus personne qui habite dedans. Mais en tous les cas, même sans ça, ça veut dire c'est le fait qu'en fait, c'est fait pour que les gens, il y a des toboggans ou j'en sais rien, il y a des je sais quoi, quelle que soit la chose qu'il y a à l'intérieur comme attraction, quelle qu'elle soit, en fait, du fait que c'est quelque chose qui est fait même pour s'amuser, en fait, ça s'appelle déjà, au niveau des lois de Shabbat, quelque chose qui a été enclos pour l'habitation. Et en fait, on peut porter dedans, d'après Yuri, d'après David Feinstein, d'après pas mal de types, tu vois. Mais ce que je veux dire ici, tu vois, ça veut dire le concept d'habitation. Tu vois, c'est ça ce qu'on va étudier, si vous voulez. C'est quoi le concept d'habitation? Je ne sais pas, mais c'est-à-dire qu'a priori, c'est quelque chose à dimension variable. Parce que, c'est-à-dire, moi, si on m'aurait dit, voilà, donc, est-ce qu'un balcon, c'est une habitation? Oui, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas, tu vois, ça veut dire, on habite dans le balcon, quoi. Ceux qui ont des balcons, ça veut dire, en général, c'est encore une fois, je parle de ceux qui ont des grandes terrasses dans les pays chauds, ceux qui savent ça. Alors, tu passes la majorité de la journée sur la terrasse. Et ça veut dire, avant, en tous les cas, c'était comme ça. Et c'est pour moi, c'est pour ça que c'est bizarre de dire oui, on va dire non, un balcon, c'est pas une habitation, une sunroom, ça veut dire une véranda, c'est pas une habitation. Et alors qu'on va dire un entrepôt, c'est oui, une habitation. Et c'est quelque chose qui pourrait être apte à être l'habitation. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout évident qu'on va dire ça, en fait, dans les. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, ce qui interpelle, c'est que dans les lois des rois, ici, en ce qui concerne celui qui va rentrer de guerre, en fait, on va utiliser un certain concept d'habitation. Dans les lois de Shabbat, on va utiliser un autre concept pour expliquer qu'est-ce que c'est une habitation. Et dans les lois de la Mezouza, on va encore utiliser un autre concept sur qu'est-ce que c'est les lois de l'habitation, qu'est-ce que c'est une habitation. Voilà, non, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse. J'en sais rien. C'est le sujet qui est tombé depuis la truc. Alors, ça, je pense que il y a Heidegger qui a beaucoup parlé sur le concept d'habitation, que c'était pour lui, ça a été un de ses aspects qui l'a rendu célèbre en philosophie. Ça veut dire quand il a fait son comeback. Après la guerre, c'était sur ça, c'était sur le concept d'habitation, etc. Parce qu'en fait, comme il y avait un grand, tu vois, ça veut dire un grand sortage, ça veut dire commencer à construire des maisons partout, etc.
Et en fait, il y avait un manque de trucs et que lui, il avait écrit son premier essai en fait sur savoir, on ne sait pas qu'est-ce que c'est habiter. Et c'est sur cette histoire, c'est sur le concept d'habitation. Donc il a écrit, c'était un de ses grands. Après, il a été super moqué justement sur ça, etc. Mais sur le coup, ça avait été un gros truc de savoir qu'est-ce que c'est habiter quelque chose, tu vois. Et ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est un sujet en fait, c'est un sujet, c'est voilà, en tous les cas, ici, je veux dire que dans la Lafa, dans les lois des rois, voilà, on peut voir ici, en tous les cas, un truc ici étrange en ce qui concerne, en tous les cas, les lois des rois. Qu'est-ce qui est appelé une habitation? Et voilà. Et voilà. Donc, pour l'instant, donc, j'avance avec. Il n'y a pas un lien avec Sukkot. Je veux dire, c'est pas l'inverse de Sukkot, justement. C'est que tous ces trucs-là, c'est des trucs qu'on pourrait habiter à Sukkot, mais pas, ils ne seraient pas considérés comme des maisons le reste de l'année. Je ne sais pas, tu vois, ça veut dire, dans une soukha, on peut faire une soukha avec. Tu vois, c'est vrai, la soukha, ça veut dire, dans ce cas, on te parle d'une maison, d'une habitation temporaire versus une habitation, comment dire, permanente, tu vois. Voilà, quoi. Après ça, c'est sûr que, voilà, que c'est c'est encore un autre, c'est encore des autres lois, tu vois ce que je veux dire. Dans la souka, ça veut dire, parce que la souka, on a fait une distinction entre l'habitation, comme je dis, entre Dirat Ara et Dirat Keva, c'est encore une autre histoire. Et, qu'est-ce que je te dis, tu vois, ça veut dire, c'est encore des autres, c'est encore une autre, ça serait encore une autre, comment dire, encore une autre définition de qu'est-ce que c'est habiter, quoi. Ça serait encore une autre définition. Mais encore, c'est encore autre chose, tu vois. C'est encore autre chose. Ça veut dire, tu peux faire, tu vois, ça veut dire une souka. Ça veut dire l'idée, c'est que si tu fais une souka, a priori dans la souka, en fait, c'est là où tu manges, où tu dors, a priori. C'est un endroit où tu puisses manger et dormir. Et il faut que ça soit là où tu mets le principal de ton habitation. Maintenant, c'est sûr, voilà, que tu n'as pas besoin de mettre, mettre une souka sur tous les entrepôts et sur les machins, etc., quoi. Ça ne s'appelle pas que tu habites, tu vois là-bas, tu vois, ça veut dire. Mais c'est vrai que c'est encore un autre concept. C'est encore un autre concept. Mais là-bas, tu vois, dans la souka, il y a vraiment l'idée de habiter temporairement versus habiter d'une manière permanente. Tu vois, c'est ça. Ici, en fait, on voit pas, ça veut dire, c'est carrément, c'est de savoir qu'est-ce qui est appelé une habitation. Qu'est-ce qui est, tu vois, c'est un concept qui est mis ici qui s'appelle Raoui Ledira, qui est apte à être habitable, tu vois. Ça veut dire qu'une étable, c'est apte à être habitable. Un balcon, ça serait pas habitable. Ben pourquoi, tu vois? Tu vois, je sais pas. Voilà. En tous les cas, c'est ça. En tous les cas, c'est pour ça. Le concept, il est compliqué, tu vois. C'est-à-dire, a priori, après, on va voir, après, voilà, ça veut dire on va voir après qu'est-ce que moi, en regardant par rapport aux lois de la Mezouza, on va comprendre peut-être plus facilement, en fait, ce qui est en jeu dans l'histoire des lois des rois versus les autres concepts d'habitation possibles. Mais c'est sûr que c'est un concept super large et c'est vraiment peut-être, tu vois, au fond, tu vois, c'est peut-être le concept le plus, je sais pas comment dire, quoi. Ça veut dire c'est le concept le plus important qu'il y a dans le judaïsme, quoi. Comme on te dit avec Bereshit, que ça commence avec un bête, que c'est une baït, que c'est une maison, etc., etc. Et que voilà, et que c'est pas, ça veut dire le concept d'habitation de Hachem qui réside dans le monde, l'homme qui réside dans le monde, toute cette histoire-là, tu vois, ça veut dire a priori, c'est un concept super central en fait dans le judaïsme, et c'est voilà, et ça veut dire, je pense que c'est un concept super central même en fait philosophiquement quoi. Ça veut dire, tu vois, même si je veux revenir, je vais pas parler, je vais avancer après, mais simplement parce que comme du coup il est pas très long ni rien, mais c'est aussi pour le rendre un peu plus, on va dire moins technique quoi. C'est l'idée par exemple même de l'étrangeté, tu vois, c'est-à-dire quand tu vois l'étranger de Camus, etc. Ça veut dire l'idée de l'étrangeté, ça vient du fait que quelqu'un ne se sent pas en fait à sa place. Il n'est pas capable d'habiter soit son corps ou d'habiter sa maison, d'habiter son pays, d'habiter, tu vois, ça veut dire de se trouver, voilà, d'habiter là où il est, quoi. Donc c'est un concept très large, en fait. C'est le concept de l'exil, c'est le concept de tout ça, quoi. Mais voilà. Mais enfin bref, en tout cas, moi j'avance puisque je vois que, hop. Donc, je vais bouger j'essaie de faire bouger le truc, hein, ça va bouger, c'est quoi la suite. Donc voilà, donc si j'ai ramené le Rambam dans les lois de Mezouza, donc ça c'est un Rambam très étrange parce qu'en fait il est comment dire, il est pas, je sais pas, pour l'instant je commence à avoir un bug, voilà. Ça veut dire que c'est un Rambam très étrange parce que
parce qu'en fait, il ne coïncide pas du tout avec la Gemara, quoi. Et, donc, en tous les cas, donc ça, c'est dans les lois de la mezouza. Le Rambam, donc, il dit ça. Il dit Beit Teven, ça veut dire la maison, en fait, encore une fois, entrepôt, qui cherche un entrepôt où on met de la paille. Ou Beit Bakar, encore une fois, la maison, en fait. Donc, ça, c'est les lois de mezouza. C'est c'est, je pense, je crois, chapitre 6, Alara 7. Donc, Beit Teven, ça veut dire la maison, donc la maison où on met du foin. Ou Beit Bakar, la maison, donc une étable. Ou Beit Etzim, la maison où il y a du bois. Ou Beit Otsarot, ça veut dire les maisons, en fait, qui sont les entrepôts. Beturin mina mezouza, ils sont exemptés de la mezouza. Chez Nehemar, parce que le verset est dit Beitecha, ta maison, Betra amiyuchad lecha, donc ta maison qui était en fait spécifique. Prat et elou vekayotse baen. Donc, ce qui exclut, tu vois, ces choses-là. Donc, a priori, ça veut dire, si on veut vraiment être, ça veut dire, ça fonctionne à moitié dans le Rambam, mais ça voudrait dire, si on lit comme ça après la Gemara dans Sota, la Gemara dans le Rambam sur la mezouza, on a l'impression que l'idée, c'est que dans les lois des rois, quand la Torah elle a parlé de maison, elle a parlé de baït, elle a dit maison, alors que quand dans la mezouza, elle a utilisé la terminologie beitecha, mezuzot beitecha, les mezuzot de ta maison. Et donc, ça serait plus spécifique. Et donc, dans la mezouza, on va considérer quelque chose qui habille comme étant ta maison, quelque chose de différent. Tu vois, ça veut dire beitra miyuchad lecha, ta maison qui est spécifique à toi. Et donc, c'est pour ça que là, on exclurait ces choses-là qu'on avait inclus a priori dans ça veut dire dans les lois des rois pour la mezouza, c'est-à-dire les entrepôts et les étables, etc. Tu as prat les loups, donc c'est bien sûr ces choses-là, les choses qui leur ressemblent. Les fichach, en tout cas, il dit, c'est pour ça que le Rambam dit refet abakar. Maintenant, donc là, c'est là où ça revient encore plus compliqué. Tout ça, c'est parce qu'il dit les fichach refet abakar. Donc au début, Maïmonide, il avait exclu le beit abakar, ça veut dire les maisons ou les étables. Et maintenant, il dit non, mais voilà, les refet abakar, que c'est aussi traduit en français comme les étables. Chez Anashim yoshvot ba, que les femmes, elles s'assoient là-bas, au mitkashtot ba, et qu'elles se maquillent là-bas. Chayavot de mezouza, donc elles sont obligées de mettre la mezouza. Sharei yesh ba yichud le dirat adam, parce qu'il y a une spécification pour en fait l'habitation des hommes. Voilà, donc ça veut dire, parce que ce qui veut dire a priori, c'est qu'il semblerait dire a priori, donc les femmes, la question c'est de quoi ils parlent exactement, tu vois, exactement. Enfin, c'est sûr que c'est pas clair, mais c'est la Gemara même aussi qui en parle. Il semblerait que je sais pas que les femmes, tu vois, ça veut dire ça leur servait, ça veut dire elles allaient dans les étapes, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a plus d'espace, peut-être qu'il y a plus d'intimité, j'en sais rien. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire pour se maquiller et pour s'habiller, etc., etc. Et donc ça serait déjà considéré comme, on va dire, comme une spécification pour l'habitation de l'homme, bien qu'a priori, donc, il y a des animaux aussi qui habitent là-bas, quoi. Ça veut dire qu'ils sont sûrement les habitants principaux de l'endroit. Mais ça veut dire, ça s'appelle déjà une dia, ça s'appelle déjà une habitation. Ça veut dire le fait de se maquiller, de s'habiller, etc., c'est une habitation. Et donc là, il faudrait mettre une mezouza. Tu vois, une mezouza. Parce que c'est une spécification pour l'habitation des hommes. Donc, je ne sais pas quelle différence, encore une fois, avec un balcon, avec etc. Mais par contre, tu m'as dit, donc ça veut dire se maquiller, ça serait habiter. C'est pour une femme, se maquiller quelque part, c'est habiter quelque part. Mais par contre, je sais pas, pour un homme, boire des cocktails sur le balcon, c'est pas habiter sur le balcon, quoi. Ouais, je sais pas, c'est, je sais pas pourquoi, quoi. Donc, là, il revient sur là des lois qui sont, on va dire, qui correspondent aux lois des rois, en disant Bet Shahar, ça veut dire une maison qui est en fait, c'est-à-dire une maison qui est à l'entrée d'une comment dire, d'une habitation, quoi. Ça veut dire, comme on a dit, un billard, comme on a dit là-bas ainsi, au Mirpeset, ça veut dire encore une fois un balcon, va Gina, ou un jardin, va dire, ça veut dire, ça serait un enclos, quel qu'il soit, Tourin Mina Mezouza, ils sont exemptés de la Mezouza. Il plaît chez Enan, la Souyem les dira, parce qu'ils disent ça s'appelle pas une habitation. Ça veut dire être sur le balcon, être sur ça, dans une véranda, c'est pas habité. Voilà, donc il dit mais ça veut dire que si jamais ces maisons, ça veut dire qu'elles étaient
Ça veut dire si ça sert d'entrée, ce qui veut dire par là, c'est si ça sert d'entrée à une maison. Ce qui veut dire par là, c'est que si jamais quelqu'un il a on va dire une véranda et que sa véranda, elle sert d'entrée pour la maison. Tu vois, puisque c'est par là que tu rentres dans la maison principale, tu vois. C'est-à-dire que, alors à ce moment-là, il faut mettre une mezouza, quoi, à l'entrée de la véranda parce que c'est une entrée de la maison principale. Mais ça, c'est une halakha, on va dire, secondaire, quoi. Tu vois, la même chose pour si jamais quelqu'un il a un balcon, un truc comme ça, qui a une porte, mais que c'est par le balcon qu'on rentre à la maison, qu'on rentre dans la maison. Donc là aussi, il faut mettre une mezouza à cause de la maison principale. Mais en tous les cas, bref, en tous les cas, ce que je veux dire, ce qu'on remarque en tous les cas, c'est deux choses. Ça veut dire, c'est encore une fois, c'est que en ce qui compte, déjà la première chose, c'est qu'il y a une distinction qui est entre les lois des rois, qui est étrange, tu vois, c'est-à-dire que puisqu'a priori ça revient plus ou moins au même, on a l'impression que ce soit dans les lois des rois, que ce soit dans la mezouza, ce qui va rendre quelque chose une habitation, c'est le fait que c'est Raoui les dira, ou que ça veut dire c'est quelque chose sur lequel voilà, on parle de dira. Ce qui va rentrer, on va dire, ce qui va définir une maison, c'est quelque chose où on peut habiter. C'est Raoui les dira, c'est quelque chose où il y a la dirat adam, l'habitation humaine. Maintenant, l'idée, c'est la première chose, c'est qu'on voit qu'il y a une distinction entre les lois des rois et les lois de la mezouza. En ce qui concerne, on va dire, le cas normal, on va dire d'un entrepôt, ou même, on va dire, d'une étable. Une étable où il n'y aurait pas de femme qui se maquille, ou un entrepôt tout court. En fait, dans les lois des rois, ça s'appellerait quelque chose qui est apte à être une habitation. Et ça exempterait la personne qui les a achetés ou qui les a construits d'aller à la guerre. Alors que dans la mezouza, c'est exempté de mezouza et ça ne s'appelle pas une habitation. Voilà, c'est pas considéré comme une habitation, etc. Par contre, voilà, et ça c'est la première, on va dire, question. La deuxième question, c'est qu'après ça, Maïmonide dit oui, mais s'il y a une étable, mais il y a des femmes en fait qui ont l'habitude de se maquiller dans une étable, etc., etc. Ça s'appelle maintenant une habitation humaine et donc il faut mettre la mezouza. Et alors, la question est de savoir pourquoi, ça veut dire, on va dire un balcon, ou j'en sais rien, ou un jardin, ou je sais pas quoi, ça s'appellerait pas quelque chose où c'est une habitation, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique avec le fait pour les femmes de se maquiller que de dire que ça rend la chose une habitation, quoi. Donc, c'est très étrange, quoi. Voilà, ça, ce que je veux dire, ça veut dire, tu vois, ça, c'est la question, on va dire. Si vous voulez, voilà. Je pense à la suite des secondes, c'est-à-dire, je ne sais pas je me rappelle plus exactement ce que j'avais, hop, j'ai ramené la Gemara. On peut regarder la Gemara qui est la source de tout ça dans Maïmonide, ça veut dire que c'est loi de Maïmonide. Honnête, on va le regarder, je vais la regarder en survol parce que sinon, je pense que ça va, voilà quoi, vous allez vous tirer des balles. Mais parce que ça veut dire, c'est parce que c'est un peu, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est long. Mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, ce qui est sûr en tous les cas, on va le faire en diagonale. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la Gemara, on a l'impression, ça veut dire la logique normale de la Gemara, c'est de dire qu'a priori, même une étable où les femmes n'habitent pas, ça devrait être appelé une maison d'habitation et ça devrait être obligé d'une mezouza. Et ce que Maïmonide dit, ça veut dire c'est surtout les entrepôts qui sont le problème. Pour vous dire la halakha, là où c'est vraiment dans la halakha des maaseh, ça veut dire si la question vraiment c'est de savoir si jamais quelqu'un, on va en parler tout à l'heure, c'est si jamais quelqu'un il a un magasin ou si jamais en fait quelqu'un il a un entrepôt, est-ce qu'il doit mettre la mezouza, etc. Donc Maïmonide ici il a dit clairement que les entrepôts ils sont exemptés de la mezouza, sauf si jamais il y a des femmes qui se maquillent dedans. Et tu vois, mais ça veut dire, mais a priori, tu vois, mais ça veut dire, mais en tous les cas le truc c'est que alors qu'en fait, dans la Gemara, on a plus l'impression que c'est pas du tout net que les entrepôts, etc., ça soit exempté de la mezouza. Et donc, je veux dire, simplement, on va faire la Gemara en diagonale, mais ça veut dire quand on lit la Gemara, et c'est la vie, le Shulchan Aruch, il va pas suivre Maïmonide sur ça. Et on a l'impression vraiment plus que même les entrepôts sont considérés comme dans les lois des rois, comme quelque chose qui est apte à une habitation et qui devrait avoir la mezouza, tu vois. Et donc, ça, si tu veux, ça rajoute en fait un étonnement sur Maïmonide, qu'en fait, on a l'impression qu'il n'a pas suivi la Gemara sur ça, quoi, ce qui est très étrange. Quoi, donc, je vais te dire simplement, tu vois, voilà, donc je mets la Gemara, voilà. Je sais pas, parce que c'est long, honnêtement. Donc, la Gemara, elle est dans Yoma 11. Ben, on va lire le début, on va lire la fin, quoi, un petit peu comme quand on fait... voilà, donc on nous dit que donc la Gemara, elle commence, voilà, la Gemara, elle va ramener, en tous les cas, c'est très débattu dans la Gemara, ce sujet-là, des entrepôts
et des étables sur la mezouza. C'est débattu dans tous les cas dans la Gemara. Et voilà. Et l'idée, c'est que la conclusion, elle semble être que normalement, ça devrait être obligé de mezouza, mais donc contrairement à ce que Maïmonide dit. Donc j'ai dit dans les mots, donc la Gemara dit comme ça, elle dit Tani Rav Kahana Kame de Rav Yehuda, donc c'est Yoma 11a. Donc Rav Kahana, il a enseigné devant Rav Yehuda. Bet Teven ou Bet Bakar, ça veut dire la maison, une maison qui sert d'entrepôt pour une grange qui sert d'entrepôt pour la paille, ou Bet Bakar, ou bien quelque chose qui serait en fait une étable, ou Bet Itzim, ou bien la maison qui sert d'entrepôt pour le bois, ou Bet Otsarot, et tous les entrepôts d'une manière générale. Pturim mina mezouza, ils sont exempts de la mezouza. Mais pourquoi? Contrairement à ce que Maïmonide dit, parce que les femmes, elles en profitent. Et donc, ça serait une question d'exemption. Ça veut dire, ça serait une exemption. On va voir en général, tu vois que la Gemara, et même c'est ça ce que la vie qui va être retenue par les Shulchan Aruch, que contrairement à ce que Maïmonide dit, ça veut dire le fait que les femmes, elles se maquillent dans un endroit, c'est exemptoire de mezouza. Parce que c'est considéré comme un manque de respect pour Hachem de mettre des parchemins là où il y a des femmes qui se maquillent. Mais ce qui est super étonnant, c'est que normalement c'est Maïmonide qui est normalement hyper sexiste et tout ça, etc. Et que là, tu vois, il a pris le parti de dire non, les femmes elles se maquillent, c'est kadosh, ils vont mettre une mezouza. Et alors que tu vois, alors que normalement on l'attendrait vraiment à dire le contraire, quoi. Alors que voilà, mais si tu veux, dans la Gemara, c'est plutôt le contraire, tu vois, c'est la Gemara, elle pense plutôt, tu vois, pour la Gemara, tu vois, c'est voilà, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas vraiment compris, tu vois. Ça veut dire que même si dans la race c'est revenu, ça veut dire que par exemple ça veut dire un endroit où les hommes ils se mettent à poil. Normalement, c'est chayav de mezouza. C'est pour ça en fait, tu vois qu'on met des mezouza dans les chambres à coucher, etc. Mais des endroits où les femmes se mettent à poil, ça non, tu vois, c'est exemple de mezouza. Et ça veut dire donc, je sais pas exactement. Tu vois, ça veut dire, bref, en tous les cas, donc, en tous les cas, ce que la Gemara a dit, c'est parce que les femmes, elles ont néotot bahem, ça veut dire elles en profitent. Donc, ça serait exemptatoire. Maï néotot, qu'est-ce que ça veut dire? Elles en profitent. Rochatzot, parce qu'elles se lavent là-bas. Ok, la Gemara après elle ramène dit Amar le Rav Yehuda, donc Rav Yehuda est Tama de Rochatzot. Donc, la raison pour laquelle il faudrait exempter les étables de mezouza, c'est parce que les femmes, elles se lavent là-bas. Astama Chayavin, ça veut dire qu'une étable où il n'y a que des animaux qui habitent, il faudrait mettre une mezouza. Vatanya, Refet Bakar, Fura Mina mezouza. Voilà, il y a marqué que, en fait, une étable, en fait, c'est exempté de la mezouza. Et la maille néotot, donc ça veut dire, c'est pour ça, là, c'est cet avis-là que Maïmonide il a voulu prendre. Il dit néotot, ça veut dire elles en profitent. Ça veut pas dire qu'elles se lavent, mais mitkashtot, elles se maquillent. Varikatane, et ça voudrait dire, et c'est ainsi qu'il faut lire, Afalpi Shanashi mitkashtot baen, ça veut dire bien que les femmes, elles se maquillent dedans, et qu'on pourrait croire que ça serait une habitation. La Gemara se dit non, Pétourine, elles sont quand même exemptées parce que le fait de se maquiller pour des femmes, c'est pas considéré comme habité. Voilà, Amar le Rav Kahana, Veshana, ok, la Gemara va objecter sur ça, comme je dis, c'est très débattu. Amar le Rav Kahana, Veshana Shimit Kashtot Baem Pétourine, est-ce que le fait que les femmes elles s'habillent, elles se maquillent, c'est pas considéré comme une habitation et ça exempterait de la mezouza? Vatania, n'est-ce pas qu'il est enseigné dans une braïta? Refet Bakar Ptura Mina mezouza. Ça veut dire encore une étable, elle est exemptée de la mezouza. Mais celles où les femmes elles se maquillent, elles sont obligées de la mezouza. Donc ça, c'est l'avis de Maïmonide. Mais on va voir que cet avis il est réfuté. Ça veut dire qu'il voudrait dire qu'une étable, normalement, c'est exempté comme tous les storages, mais que là où les femmes elles se maquillent, en fait, ça serait ça qui rendrait obligé de faire la mezouza parce que ça serait une manière d'habiter dans la mezouza, dans la maison. Voilà, la Gemara dit la maït leha limemar mitkashtot tanaï. Est-ce qu'on voit que l'idée de se maquiller ou s'habiller pour des femmes, est-ce que c'est considéré comme une manière d'habiter? Ça serait une discussion entre les auteurs de la Mishnah. Voilà, et donc il dit mistama tanaï. Et selon lui, il pense aussi qu'à ça, le fait aussi une étable tout court, c'est aussi une discussion, quoi. En fait, grosso modo, c'est comme s'il y aurait 4 avis dans les auteurs de la Mishnah. Il y aurait un avis qui pense que n'importe quelle étable, elle est obligée de faire la mezouza. Un autre avis qui penserait qu'une étable, elle doit mettre la mezouza que si jamais il y a des femmes qui se maquillent. Et un autre avis qui dirait non, que si jamais les femmes elles se maquillent, justement, ce serait exemptatoire de la mezouza.
Et voilà, il y aurait un autre cas, voilà, donc toutes les étapes sont obligées, l'autre avis, celle où se maquille sont obligées, toutes les étapes sont obligées, sauf celle où elle se maquille, et quatrième avis qui pense qu'aucune étape finalement n'est obligée, etc. Et donc, bref, tu vois, donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est très long, c'est compliqué, blablabla, bla. Mais si jamais on arrive finalement à 2 secondes, si jamais on arrive, je saute pour arriver à la conclusion parce que tu vois, sinon, ça veut dire que vous s'arrêtez. 2 secondes. 2 secondes. Voilà, donc j'arrive, ça veut dire, j'arrive simplement à la fin de la Gemara, après avoir mis toutes les exemptions, pas exemptions, etc., les toilettes, les bains publics, etc. Où la Gemara finalement, elle dit, Tane Rav Shmuel Bar Yehuda Kameh de Rava. Donc Rav Shmuel, le fils de Rav Yehuda, il dit l'enseignement de Rava. Shisha Shearim Ptukim Mina Mezuzah. Il y a 6, on va dire, 6 portes qui sont exemptées de Mezuzah. Bet Ateven, ça veut dire la maison, donc un entrepôt qui sert pour entreposer du foin. Bet Bakar, ça veut dire donc une étable. Bet Aitzim, un entrepôt pour le bois. Bet Otsarot, c'est les entrepôts en général. Veshar Hamadi, ça veut dire une porte Madaï, ça veut dire a priori qui serait très grande, ça veut dire qu'il y a un dôme, comme ils disent. Veshar Shenomekura, et une porte en fait qui serait pas un portique qui ne donnerait pas sur une toiture. Veshar Sheno Govoa Asara, et aussi une porte qui a pas dit Farim. 2 secondes. Je pense que j'ai sauté, je me suis trompé. Excusez-moi, je suis pour revenir. C'est ici plutôt qu'il faut que je reprenne. Excusez-moi, je reprends à partir d'ici, désolé. Voilà, donc en tout cas, la Gemara avait dit comme ça. Rav Yehuda, selon Rav Yehuda, Stama, ça veut dire, puisque ça c'est le cas de l'étable, Divrakol Patour, d'après tout le monde c'est exempté. Batania, n'est-ce pas qu'il était enseigné, Bishar Echad, dans tes portes. Echad Share Batim, même, ça inclut même les portes de la maison. Echad Share Hatserot, et même les portes en fait des cours. Echad Share Medinot, et les portes des pays ou les portes des villes. Echad Share Ayarot, voilà, ou les portes des villes. De refet, et donc ça veut dire les étables, de loulin, ça veut dire les poulaillers, ou matben, et les endroits où on met de la paille, ou votrot yain, et les entrepôts de vin, votrot shemen, les entrepôts d'huile, chayavin mimzouza, tout ça, ils sont obligés de mettre la mezouza. Yahol shani marabe af bet hachar, est-ce que je vais inclure aussi donc les maisons qui sont à l'entrée, arsadra, ça veut dire les vérandas, ou mirpeset, et les balcons, talmud lomar baït, ça veut dire la Braïta, le pasuk nous dit une baït, une maison. Ma baït meyuchad le dira. De la même manière qu'il faut que ce soit une maison qui soit spécifique pour l'habitation. Yatsu elou, ça exclut donc les balcons et etc. et les vérandas. Et meyuchadin le dira qui sont pas en fait, qui sont pas destinés à être habités. Et donc ça c'est une Braïta donc qui rend clairement obligé en fait tous les entrepôts, grosso modo, qui soient habités, etc. Et la Gemara, elle finit sur ça en disant, ok, Yachol Shani Marbe, est-ce que bon, après ça le ramène sur, j'aurais pu croire qu'on rajoute aussi les toilettes, Beta Kissé ou Beta Bourseki, c'est dans les tanneries ou Beta Merchatz ou les bains ou Beta Tvila, les endroits où on va au mikvé. Talmud Lomar Baït, c'est aussi, on parle de maison, Ma Baït Asui les Kavod, de la manière qu'une maison, ça doit être quelque chose qui est honorable, Afkol Asui les Kavod, tout ce qui est donc tout ce qui est fait aussi qui est honorable. Yatsu Elou Shen Asuim les Kavod, donc ça exclut donc les toilettes, les tanneries, les bains publics, les bains et les mikvés qui ne sont pas faits pour l'honneur, qui ne sont pas faits pour le kavod. Ok, bref, mais finalement, donc la Gemara dit Yachol Shani Marabe Afar Habayit Valishkot Vazarot. Est-ce qu'on aurait pu croire qu'on doit mettre aussi des mezuzot dans le Bet Hamikdash? Voilà, grosso modo, toutes les salles du Bet Hamikdash. Tamul Lomar Bayit. Vous voyez que la maison, elle te dit maison. Ma Bayit Shiuchol, il faut que la maison, ce soit quelque chose de profane. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit honorable, une habitation, mais profane. Avkol Shiuchol, donc ça vient exclure quelque chose aussi, donc il faut que tout soit profane. Yatsu Elu Shen Kodesh, donc ça vient exclure donc le Bet Hamikdash, des choses comme ça, qui n'ont pas de nécessité ça veut dire de mettre une mezouza. Aussi, il n'y a pas de mezouza on n'est pas obligé de mettre des mezuzas dans les chouls ou des choses comme ça, pour la même raison, parce que c'est Kodesh, mais donc il faut que ce soit une habitation profane. Et donc l'agma finalement dit Tioufta, c'est une question, ça veut dire, du fait que l'agma dit Tioufta, ça veut dire qu'elle pose ça comme une question sur les avis divergents. Et donc c'est pour ça, pour faire très court, ça veut dire que le sens littéral de l'agmara dans Yoma, la conclusion,
Ça a l'air d'être plutôt qu'en fait, tous les entrepôts, ça veut dire toutes les granges et tout ce qu'on veut, que les femmes, elles y habitent ou pas, etc., ça serait obligé de mettre une mezouza, quoi. Et sauf si tu vois, voilà, sauf les bains et les machins, etc. Et donc, c'est difficile. Ouais. Non, c'est juste parce que ça me rappelle la marloquette de Korah sur, enfin, c'est Midrash qui rapporte une des marloquettes qui sortait. C'était le sujet de est-ce qu'un endroit avec plein de livres, est-ce qu'il faudrait mettre une mezouza? On a l'impression de cette idée-là que c'est pas, il a pas tort. Enfin, que la elle est comme lui, non? Ouais, c'est vrai. Elle est comme lui, derrière, ça veut dire, ouais, c'est ça. Ça veut dire tout ce qui est un tashmish kodesh, c'est exempté de la mezouza, quoi. Parce que ça s'appelle pas habiter, quoi. Et c'est ça c'est ça, ouais, c'est vrai, t'as raison, ce que tu dis, t'as raison. C'est sûr que oui, non, c'est sûr, t'as raison, c'est sûr qu'il a raison, et voilà. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'en fait, on peut pas habiter si jamais on est vraiment dans le Kodesh, quoi? Ça veut dire, c'est ça le point. Ça veut dire, il faut accepter. Ça veut dire, dans l'habitation, il y a du profane, quoi. Ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que quand Korach, il a dit, toute l'assemblée, elle est sainte, et donc tout le monde peut être Kohen Gadol, en fait, c'était en fait la volonté de dire, ben, donc il y a pas besoin d'avoir du profane. Et l'idée, c'est de dire que non, en fait, l'habitation, elle se passe dans le profane, quoi. Et tu vois, c'est raison, ça veut dire la maison d'Hachem, en fait, ça veut dire, comme on dit, tu vois, ça veut dire comme le verset dit, quand ils construiront pour moi un Mishkan, et je résiderai parmi eux, je résiderai dans leur maison. Ça veut dire dans leur maison, c'est dans la maison où tu habites, tu vois, c'est dans le profane, quoi. Ça veut dire le but du Kodesh, c'est de faire résider dans le profane, mais il faut qu'il y ait du profane. Tu vois, c'est ça le point. Tu as raison, que c'est ce que croire que lui, il était contre ça, quoi. Ça veut dire lui penser que tout le monde était Kodesh, tu vois, Kolaïda, Kulam Kudoshim, et tout le monde, voilà, on n'a pas besoin de profane, quoi. C'est ce que ça voulait dire. Mais tu vois, mais c'est sûr, voilà, c'est sûr que c'est intéressant, voilà, c'est ça, ça veut dire. Parce que voilà, ça veut dire, pour revenir sur les, tu vois, c'est clair que tu vois, c'est-à-dire que dans le concept de maison, comme c'est des sentiers battus, quoi, je veux dire, ça veut dire, dans le concept de maison en hébreu, que c'est le mot qui est lié avec la maison, avec la lettre bête, qui est baït, en fait, c'est sûr que il y a l'idée de dualité, il y a l'idée de, tu vois, justement, c'est pas quelque chose de mono, je sais rien, ça veut dire de monocorde, quoi, de mono, qui a une seule voix. On a l'impression, tu vois, il faut qu'il y ait du profane, il faut qu'il y ait du sacré, il faut qu'il y ait deux personnes, on a l'impression qu'il y ait une sorte de, voilà, qu'il y ait une sorte de dualité, en tous les cas, voilà, pour dire le mot. Mais que l'habitation, elle se fait à travers la dualité, quoi. Elle se fait pas dans un truc qui est mono, dans un espace, ça veut dire, c'est ça l'histoire. Parce qu'on a l'impression, en fait, si tu veux t'arrêter déjà là, ça veut dire on a l'impression que l'habitation, ce qui va faire en tous les cas selon Maïmonide, que dans une grange, si les femmes elles se maquillent, ça devient une habitation. On a l'impression justement, c'est parce que c'est pas une utilisation mono, je sais pas quoi, universelle, quoi. Ça veut dire grosso modo l'idée c'est que si tu es sur un balcon, tout ce que tu vas faire c'est boire des cocktails, tu vois, ou jouer aux cartes avec des copains, ou j'en sais rien. Mais ça veut dire en fait l'utilisation d'un balcon, elle est en fait hyper mono. Ça veut dire, elle est unilatérale, quoi. Ça veut dire, tu vois, tu peux pas faire, il y a des choses que tu peux pas faire dans un balcon, quoi. Et en fait, le type d'activité que tu peux faire dans un balcon, on va dire. Oui, tu peux faire une souka, c'est ce que tu veux, mais déjà à ce moment-là, peut-être, ok, si la souka est obligée de faire une maison, c'est notre histoire. Mais ce que je veux dire, disons, si on rajoute pas des cloisons, je veux dire, en tel quel, quoi. Disons un balcon tel quel. En fait, ça veut dire grosso modo, c'est clair que tu peux faire des barbecues, tu peux faire ce que tu veux, etc. Mais en fait, l'idée, c'est que le type d'habitation, il reste quand même, on va dire, unilatéral, quoi, unidirectionnel, quoi, quelque part. Alors que dès que tu vas faire une maison normale, c'est-à-dire que tu vas faire une chambre, une pièce, même un enclos, même je sais pas, un storage room, un entrepôt, tu vois, dès que c'est cloisonné et que c'est fermé, en fait, tu peux faire ce que tu veux dedans. Tu peux faire une yeshiva, tu peux faire une boîte de nuit, tu peux faire, j'en sais rien, tu peux faire, et ça veut dire, si tu veux, en fait, on a l'impression que si tu veux, c'est la pluralité, quoi. Ça veut dire, qui va créer, en fait, l'habitation en ce qui concerne la mezouza, en tous les cas. Ça veut dire, si on veut reprendre l'histoire de Maïmonide, quoi. Il veut dire, c'est parce qu'en fait, si c'est une étape, il y a les animaux qui habitent, mais justement, comme, en fait, les femmes aussi, elles vont là-bas pour se maquiller, alors ça a plusieurs utilisations et donc ça s'appelle habiter, quoi.
Contrairement, tu vois un balcon où tu vois, en fait, c'est que le balcon. Ça veut dire que ça ne va pas habiter, même si tu vas faire du barbecue, même si tu vas dormir là-bas la nuit, si tu vas à la belle étoile, même ce que tu veux, tu vois, ça veut dire ça n'a pas le nom, ça s'appellerait pas encore habiter, quoi, tant qu'il n'y a pas une sorte de, tu vois, comme le Beth Amikdash, quoi. Comme le Beth Amikdash, tu peux faire qu'un seul type d'activité dedans, ça s'appelle pas une maison, tu vois, ça s'appelle pas un truc où tu peux habiter, quoi. Ça serait ça le truc, tu vois, ça serait ça le. Ça veut dire que c'est comme si tu étais toujours, en fait, tu avais toujours un choix de faire des choses, tu vois. Je pense que ce serait ça la question d'habitation, quoi. On va dire, après, oui, ce qui ressort, tu vois, par rapport à ce qu'il a dit, tu vois. Mais en tout cas, bref, mais ça veut dire, voilà, c'est possible, tu vois, c'est ce qu'on a l'air, en tous les cas. Mais ce qui a l'air différent, en tous les cas, c'est, voilà, ça veut dire, en tous les cas, en ce qui concerne le niveau de la mezouza, ça a l'air d'être un truc comme ça aussi étrange. Et on va voir que ça se vérifie dans la halakha, hein. Ça se vérifie dans la halakha. Par exemple, ouais, on va le voir, on va le voir. Par exemple, si vous voulez, je vous donne un exemple, je vais regarder, je sais pas si j'aurai le temps de faire dans les mots tout ça, etc., mais ça veut dire halakha lema assez. Par exemple, aussi bizarre que ce soit, c'est-à-dire que si quelqu'un il a un magasin, par exemple, dans lequel il vend des choses ou n'importe quoi, et même s'il passe la majorité de sa journée dans son magasin et qu'il mange là-bas, etc., en fait, c'est exempté de la mezouza. Ça veut dire, d'après la halakha, c'est exempt de la mezouza. Parce que ça ne s'appelle pas une habitation. Par contre, si jamais quelqu'un il a des entrepôts, même si jamais en fait il n'y a que, je sais pas, des bouquins, j'en sais rien, ça veut dire ce qu'il y a dans l'entrepôt, quoi, quel que soit l'entrepôt, et ben c'est obligé de mettre la mezouza. Et ça s'appelle une habitation. Dans un Shulchan Aruch, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un Shulchan Aruch, je vous le montre dans un Shulchan Aruch. Et c'est super étrange, tu vois. Ça veut dire, ça, tu vois, ça a posé beaucoup de, je vais vous le montrer dans le Shulchan Aruch. Mais ça veut dire, moi, je sais plus qu'est-ce que moi j'avais voulu dire comme réponse, etc. Mais je pensais ça l'idée, pour moi, ça veut dire, l'idée, c'est ça, c'est que, c'est ce qu'il a dit Valentin, je pensais très bien, ça veut dire, c'est ça ce qu'il faut dire, ça veut dire, c'est en fait l'idée, c'est qu'une fois que tu as destiné l'objet, c'est-à-dire si tu fais un magasin et que tu as des vitrines, tu as des machins, etc., donc tout ce que tu vas faire dans ton magasin, c'est vendre des choses, même si tu vas manger, même si tu vas faire tu vois, ce que tu veux, regarder Internet, ce que tu veux, ça s'appelle pas habiter parce qu'en fait, c'est c'est mono-utilité, quoi, c'est comme un. Mono-usage ou multi-usage. Mono-usage, voilà, mono-usage, voilà, c'est un mono-usage. Alors que si tu as un entrepôt, ok, là pour l'instant, tu mets du storage et tu as foutu ce que tu veux là-dedans et qu'il n'y a pas un chat qui passe, etc. Mais comme si tu voudrais, tu peux vider le storage et tu peux faire ce que tu veux dedans. Donc ça veut dire en fait c'est multi-usage et donc c'est obligé de faire la mezouza, quoi. Mais ça c'est ramené dans la. Je sais pas si j'essaie de retrouver. Si dans les textes, si j'ai pas à me merder, je pense qu'on pourrait le retrouver. Attends 2 secondes, je vais essayer de, voilà, je pense que oui, 2 secondes. Je vais vous le montrer directement. 2 secondes. Voilà, donc si vous voulez, ça c'est ça, je pense, ça c'est le Shulchan Aruch dans Yoreh De'ah, c'est dans Yoreh de la Mezouza. Donc le Shulchan Aruch, il dit, en ce qui concerne les entrepôts et tout ça, il dit Bet Ateven, ça veut dire les maisons où on entrepose de la paille, Bet Aetzim, où on met du bois, ou Bet Abakar, ou des maisons où on fait des étables, Chayavim. Donc contrairement tu vois, à ce que Maïmonide il avait dit, je pense que Maïmonide il avait dit, je sais plus ce que Maïmonide il avait dit, maintenant j'ai oublié. Je crois qu'il avait exclu Bet Ateven. Ouais, il avait exempté Bet Ateven, non? Il avait exempté. Il avait exempté. De manière générale, tu vois, il avait exempté tous les entrepôts, et c'est très rare quand le Shulchan Aruch ici par Maïmonide. Mais la raison, c'est parce qu'en fait, dans l'Agmara, on a vraiment, c'est pour ça que je voulais faire en diagonale, mais ça veut dire dans l'Agmara, c'est très difficile de rétablir l'avis de Maïmonide par rapport à l'Agmara. Donc, il dit Bet Ateven, Bet Aetzim, Bet Abakar, Hayavin. Donc, lui, il dit, le Mechaber, il est posé que, grosso modo, c'est tous les entrepôts, c'est exempté de la mezouza. Après ça, lui dit, Vimanashim Wachatzot Baem. Donc, si jamais les femmes, elles se lavent là-bas, Kevan Shomdim Shamarumot. Donc, ça veut dire que si les femmes, elles se mettent nues là-bas, En Kavod Shamaim Liot Shamezouza, c'est pas l'honneur d'Hachem qui est une mezouza. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, et donc l'idée c'est que, donc le Rama tout de suite il veut dire, ok, mais alors comment ça se fait que dans les chambres à coucher on a des mezuzot, tu vois? Alors il dit, alors il semblerait que du fait qu'il y a des hommes dedans, c'est les femmes le problème, c'est les femmes les suppôts du diable, c'est les femmes nues. Tu vois, donc je sais pas exactement d'où ils ont sorti ça, tu vois, mais bon. Donc il dit, c'est pour ça le gars il dit, mais Davka et Lou, Valbecheder Mamash, donc il dit, mais dans une chambre normale, à Filou comme si je vais et Shenim, même dans un endroit où l'homme et les femmes ils sont ensemble, au Mesham Shim Sham, et qu'ils ont des relations, Chayav et Mzouza, on est obligé de mettre la Mzouza. Et donc il dit, mais il y en a qui pensent, Viesh Meknin, Vamrim, Kol Makom Shinashim Shorpot, à tous les endroits où il y a des femmes qui sont allongées, pas tour mais mezouza, on est exempté de la mezouza.
Bref, tu vois, l'histoire, enfin, donc a priori, c'est les femmes le problème, je ne sais pas exactement. C'est toujours comme l'histoire, tu vois, comme on dit que Myriam, elle est morte de Mitat Neshika, ça veut dire qu'elle a été elle est morte, parce qu'on dit que Moshe et Aaron, ils sont morts de Mitat Neshika. Ça veut dire qu'ils ont été embrassés par Hachem, et ça veut dire, et voilà, mais Myriam aussi, comme ça dit Rashi, comme ça dit le Midrash, on dit, pourquoi est-ce qu'on l'a pas marqué sur Myriam? Parce qu'on dit, c'est pas l'honneur d'Hachem d'embrasser une femme, tu vois. Donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire c'est l'honneur d'Hachem d'embrasser des hommes, mais pas une femme, tu vois. Donc je sais pas comment est-ce qu'il faut le prendre, tu vois. Est-ce que c'est une éloge de l'homosexualité ou est-ce que c'est, tu vois, ou le contraire, ou j'en sais rien. Mais moi, j'avais vraiment du mal à voir comment est-ce que pour Hachem, tu vois, ça serait, il y aurait vraiment, tu vois, un honneur, ça veut dire, il y aurait plus d'honneur par rapport aux femmes que par rapport au corps de l'homme, tu vois. Ça veut dire, embrasser un homme, c'est ok, mais embrasser une femme, non, tu vois. Et c'est-à-dire qu'Hachem, c'est une femme, je sais pas, tu vois. Mais ici, c'est la même chose. Ça veut dire, s'il y a des hommes tout nus, c'est pas grave, mais s'il y a des femmes nues, alors ça, non, c'est pas possible. Tu vois, je sais pas, honnêtement, je voulais pas entrer dans ce sujet-là, mais ce que je veux dire, en tous les cas, c'est qu'on voit que Maïmonide, dans tous les cas, c'est-à-dire que le Shulchan Aruch, lui, il a dit, en tous les cas, il a exempté les storage, tu vois, pardon, il a rendu le Mechaber, il pense que les storage, ça veut dire tous les entrepôts, en fait, ils sont obligés de mettre des mezuzot. Et si tu regardes ensuite dans la Halacha 11, donc j'arrive à retrouver, blablabla. Souka. J'espère que je vais même. Une seconde. Il faut que j'arrive à retrouver. Ce que je me rappelle, c'est 11. Voilà. Il dit Souka Tachag Bechag. Ça veut dire la souka pendant la fête, c'est exemple de la mezouza. Baïchi Bisfina, aussi une maison qui serait sur un bateau. Exactement, qu'est-ce que ça parle. Vachanouyot, en tous les cas, dit clairement le Mechaber, les magasins chez Bashbakim qu'il y a dans les marchés ou qu'il y a dans les rues. Chez Bachou, quoi, Pturim sont exemptés. Donc en fait, tu vois, c'est une grande contradiction dans le Mechaber. Ça veut dire, comment est-ce que le Mechaber, il exempte les magasins de mezouza et il dit que les storage, tu mets la mezouza. Et tu vois, parce qu'en fait, même dans les magasins, il y a du storage, quoi, en général, quoi. Donc ça veut dire, ça veut dire, tu vois, c'est tous les commentateurs, ils se posent cette question et ils n'ont pas vraiment de réponse très claire et tout ça, mais ça veut dire la réponse qu'on est obligé de dire, c'est ça. Ça veut dire, c'est un grand chidouche, mais c'est de dire ça. Ça veut dire que dans la mezouza, ce qui va faire, ce que c'est une habitation, c'est le fait que la chose, elle peut garder une pluralité dans son utilisation. Et donc un storage, ça veut dire un entrepôt, comme tu peux l'utiliser pour ce que tu veux. Alors même, donc ça s'appelle que c'est une habitation, parce que tu pourrais changer la destination de l'entrepôt et faire, j'en sais rien, une boîte de nuit, une yeshiva, une chambre à coucher, ce que tu veux. Alors que le magasin, une fois que tu l'as destiné, Misnamat, dans son design, ou par la loi, ou parce que tu vois, c'est pour ça que le Mahaba, il parle des magasins qui sont dans les chemins, dans les marchés, tu vois. Donc j'imagine que tu vois déjà à son époque, ça veut dire que tu ne pouvais pas transformer ton magasin en maison, quoi. Et donc, ça voulait dire, donc c'était comme l'utilisation, elle a été en fait déjà destinée à cette utilisation uniquement, même si quelqu'un il habite dedans, etc. A priori, tu vois, ça veut dire c'est exempté de la maison. C'est difficile comme halakha, mais c'est ce qui sort du Shulchan Aruch. C'est pour vous dire que je n'ai pas inventé. Hein. C'est-à-dire, un Shulchan Aruch, c'est clairement son avis. Maintenant, je ne sais pas, tu vois comment. Les commentateurs, ils ont beaucoup de travail. Ils travaillent. A priori, la réponse, elle a l'air d'être ça. Quoi. Bref, tu vois. Donc, en tout cas, là, j'ai sauté. Donc, je vais essayer de revenir sur mon sujet de base. Puisque, ouais, d'accord. Et donc, je voulais d'abord, j'ai ramené ça, mais je pense que j'ai ramené, parce que pour expliquer, en fait, ça veut dire pour expliquer la vie de Maïmonide, que donc Maïmonide, il semble donc exempter les entrepôts de mezouza, mais qu'il les rend simplement obligés d'une mezouza que si jamais, en fait, les femmes, elles se maquillent dedans, alors que ça a l'air d'être quelque chose, en fait, qui est contre la Gemara. Donc, en fait, si vous voulez, il y a cet avis, ça veut dire simplement citer leur Sameach. Et après ça, je pense que je vais un peu couper, hein, etc. Je vais voir, en tout cas, je vais ramener simplement cet avis du Sameach. Tu vois, donc, qui essaye de trouver un sens, tu vois, dans Maïmonide pour essayer de rétablir, si vous voulez, de rétablir comment est-ce que Maïmonide, il a tranché contre, en fait, ce qui semble être la conclusion de la Gemara. Et donc lui il dit que la source de Maïmonide, qui exempterait les
les entrepôts de mezouza, sauf si jamais il y a des femmes qui se maquillent dedans. Ça serait, en fait, la source, ça serait bizarrement des lois des rois. Alors pourquoi? Parce que dans les lois des rois, on a vu justement que quelqu'un qui a construit un entrepôt, il rentre chez lui à la maison. Ça veut dire que, en ce qui concerne les lois des rois, les entrepôts, c'est considéré des maisons. Donc, ça serait a priori une preuve inverse, quoi. Donc, c'est pour ça, en fait, le Saméa, les commentateurs peuvent dire non, ils veulent inverser la chose en disant comme ça. Donc, bref, donc il dit, donc ici, ça, je pense que c'est leur Saméa, voilà, donc il dit, Passa Kerav Shmuel ben Bar Yaakov, des Tanekam et des Rava, donc il dit, il a tranché comme cet avis-là dans la Gemara, puisque, donc, l'avis de Maïmonide qui exempte les entrepôts, sauf s'il y a des femmes qui se maquillent dedans, c'est un avis dans la Gemara, c'est l'avis de Shmuel Bar Yaakov, mais c'est un avis qui semble avoir été rejeté. Mais il dit pourquoi donc en fait Maïmonide il aurait choisi cet avis, c'est parce qu'il dit V'chen azla mishnatenu perek mashuach milchama. Ça veut dire la source de Maïmonide, ça serait en fait la Mishnah dans le perek mashuach milchama, donc celui qui est loin pour la guerre, donc ça parlait de ceux qui sont exemptés d'aller à la guerre, des Darish, puisque là-bas la Gemara dit En yela beit, ça veut dire quand on dit celui qui a construit une maison, je n'ai qu'une maison. Beit Ateven, une maison en fait, une maison pour un storage pour la paille, ou Beit Abakar, ou la maison pour une étable, ou Beit Aotsarot, ou bien comment dire un entrepôt. D'où est-ce que je sais que même ça exempte d'aller en guerre? Talmud Lomar, c'est parce que le verset dit Asher Bana, qui a construit, Mikol Makom, quoi qu'il en soit. Et donc, lui, il dit le Saméach, tu vois, ça veut dire, comme d'habitude, toujours l'idée de toujours renverser tout à l'envers. C'est-à-dire, tu vois, donc, c'est-à-dire, voilà, arrête de tsaï chibouille les rabots. Ça veut dire la raison pour laquelle la Gemara, elle a dit qu'en ce qui concerne d'aller en guerre, ça a exempté d'aller en guerre, ça veut dire c'est de construire un entrepôt, c'est parce qu'il y a marqué qui a construit. Mais ça veut dire que comme il y a marqué qui a construit, et que ça, c'était en trop, puisqu'on inclut même celui qui achète, celui qui hérite, etc. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, c'est pas une maison. Parce que si c'était une maison, on n'avait pas besoin de la prendre parce qu'il y a marqué qui a construit. Ça aurait déjà dû être inclus par le fait que c'est une maison. Donc il dit, c'est de là où est-ce que Maïmonide il a déduit qu'en fait, ça veut dire un entrepôt, c'est pas une maison. C'est ça l'idée. Ça veut dire du fait que, tu vois, ça veut dire du fait que, tu vois, ça veut dire ça. Tu vois, c'est inversé du fait que la Gemara a eu besoin dans ce tas d'inclure, ça veut dire les entrepôts parce qu'il y a marqué Asher Bana qui a construit Mikol Makom. Donc on voit de là que c'est pas une maison à proprement parler. Donc dans la mezouza, quand on nous dit la maison, ça exclut en fait tous les types d'entrepôts. Donc arrête de tsarech ribouille les rabots. Donc ça veut dire on apprend de là donc en fait qu'il faut donc quelque chose, tu vois, de Asher Bana pour inclure dans la maison les entrepôts. Rabbi Eliezer ben Yaakov Amar Eni Labait Alelu En Choser Mamilchama. Et même là-bas, dans la Mishnah, là-bas, il y a un avis divergent qui pense que, en fait, on rentre pas, c'est-à-dire un soldat n'est pas exempté d'aller en guerre s'il a construit un entrepôt. Donc, il dit, on voit que d'après tout le monde, dans tous les cas là-bas, même selon celui qui pense qu'on est exempté d'aller en guerre si on construit un entrepôt, ce qui est la halakha, c'est uniquement parce qu'il y a cette inclusion de Asher Bana qui a construit, mais sinon, non, tu vois. Arrêt des psychaléou de Nan Bichlal Baït. Donc, on apprend de là, on voit que Baït, ça veut dire, on voit de là clairement que c'est de la Gemara dans ce tas qu'en réalité, c'est pas considéré comme une maison. Et donc, ok, le problème, tu vois que lui, ça veut dire, quand on va regarder Maïmonide, on va voir que l'explication du Saméach, elle tient pas la route 2 secondes, mais ça veut dire, lui-même, il s'en rend compte, tu vois, ça veut dire, puisque ça tient pas la route 2 secondes, parce que Maïmonide, il dit plus ou moins le contraire, ça veut dire, simplement dire, ça veut dire, après ça, je sais pas vous saoulez plus qu'avec ça, mais ça veut dire, en tout cas, en tous les cas, il dit, Hadarish mi beitra, donc, puisque le problème, ce qu'il a, c'est que si c'est comme ça voudrait dire normalement que, ok, un entrepôt, tout ça, c'est pas inclus dans une maison, donc j'ai pas besoin d'une exclusion de quelque chose d'inversé pour exclure dans la mezouza, ça devrait venir de source. Or, quand tu regardes Maïmonide, il a cité justement, au contraire, il a dit, dans la mezouza, il y a marqué Betecha, ta maison, et c'est pour ça qu'on exclut les entrepôts, etc., etc. Donc, tu vois bien que tu as besoin d'une exclusion, et ça, c'est ce qui a été rejeté dans la Gemara, dans Yoma. Donc, il dit non, mais ça, c'est pas vraiment ça. Ça veut dire, pourquoi il a ramené ici Betecha, qui écrit Elonilaf Meatam, pas que tu déduises de l'histoire de la guerre. Puisque là-bas, on a une inclusion avec Asher Bana qui a construit, donc j'aurais pu croire que, je ne sais pas pourquoi,
cette inclusion, elle fonctionne aussi en fait dans la mezouza, donc j'ai besoin d'une exclusion par Betecha pour dire non, 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 c'est pas le cas, on ne va pas inclure les choses qui ont été incluses dans la guerre. Aval Achazinan Denan Bechal Bait, mais on voit dans la Gemara là-bas en tous les cas que ça ne fait pas partie d'une maison. Et ça c'est une preuve clairement comme ce que Maïmonide a tranché, c'est-à-dire que les entrepôts seraient exemptés de mezouza. Voilà, du fait que dans la Gemara, dans Sota, on ne les a pas considérés comme faisant partie d'une maison et donc qu'on a besoin d'un verset pour les inclure. Or, dans la mezouza, on n'aurait pas cette inclusion. Donc, c'est évident que ça ne fait pas partie de la maison, donc c'est pour ça que c'est exclu, etc., contrairement à ce que le Shulchan Aruch dit et ce que la Gemara semble dire, etc. Ok, ça veut dire, pourquoi ça tient vers la route? Ça veut dire c'est tiré par les cheveux à mort, parce que simplement, c'est simple, si on reprend, si j'arrive à, j'espère que je n'ai pas fait de kata, mais ça veut dire, si j'arrive à retrouver le Maïmonide de base, tu vois, je vais devoir le rouvrir une seconde en espérant que ça marche. Mais ça veut dire, le Maïmonide sur lequel on est parti dans les voies de la guerre, il n'a pas du tout ramené une inclusion, quoi. Ça veut dire, si ça c'est le passage de Maïmonide sur lequel on est parti, et quand il parle dans les voies de la guerre, il dit Echad abonné bait les shivato, que ce soit celui qui construit une maison dans sa bourse pour y habiter, Echad bonné bait abakar, ou celui qui construit, ça veut dire une étable, bait haetzim, ou ça veut dire un entrepôt pour du bois, etc., ou bait haotzarot, ou une maison, tu vois, donc encore ça des entrepôts, il dit pas parce qu'il y a un verset, etc., et blablabla. Il dit, oh, il verra où il dira parce que c'est habitable. Vechad abonné, vechad aloker, tu vois, ça veut dire, voilà, il ne ramène pas le verset du tout, tu vois. Selon ce qu'il dit le Orsaméach, tout ça, ça veut dire que c'est pas considéré comme des maisons, mais comme le verset, il dit qui a construit, donc ça inclut plein de choses. Maïmonide, il aurait dû ramener le verset, Maïmonide, il n'a pas ramené un verset, il a ramené une logique. Il a dit, non, parce que c'est apte à être une habitation. Tu vois. Alors que, justement, quand il ramène dans les lois de la mezouza, si je reviens sur les lois de mezouza, c'est là, comme lui-même il a fait remarquer, c'est là où il amène. Mince, non, je sais pas ce que j'ai fichu, j'ai trompé, des secondes, j'ai fait une fausse manip. Je voulais faire, j'ai oublié ça. C'est pas, 2 secondes, je vais y arriver. Ça veut dire, voilà, ça veut dire que si jamais, en fait, dans les lois de la mezouza, c'est là où est-ce qu'il a amené une exclusion. Il a amené un verset, il n'a pas amené un pasouk, il a dit, Beta Teven ou Beta Bakar, Beta Etzim, Beta Otsarot, Kimina Mezouza, Shinemar Betera, parce qu'il y a marqué ta maison, Betra Meyuchad Lecha, ça veut dire la maison qui t'est destinée à toi, et c'est Praj Leilou Kayotse Baen, ça exclut ça. Donc, c'est-à-dire quand on fait les maths dans Maïmonide, on a plus l'impression que ça veut dire des entrepôts, etc., c'est considéré comme une maison. C'est que dans la mezouza où il y a une exclusion. Et en fait, c'est considéré comme une maison dans les voies de la guerre parce qu'il n'y a pas d'exclusion, quoi. Contrairement à ce que lui il veut dire, quoi. Ça veut dire ce que sa mère qui veut dire, a priori, ça ne tient pas vraiment dans le langage de Maïmonide, quoi. Mais si Maïmonide dit clairement dans les voies de la mezouza qu'il y a une exclusion pour exclure les entrepôts, tu vois, c'est pas quelque chose on exclut parce que ça ne fait pas partie d'une maison. Il dit Beitra, Beit Ameyuchad Lecha, etc. Donc, si tu veux, donc c'est un peu le contraire de ce qu'il dit, etc. Je continue, j'ai bientôt fini ce que je voulais dire. Parce que, en fait, bon, grosso modo, pour avoir, il y a ce qu'on sort de toute cette histoire-là, c'est-à-dire en ce qui concerne les voies de la mezouza, on a l'impression que ce qui est considéré comme une habitation, c'est quelque chose en fait qui pourrait avoir plusieurs utilités possibles. Mais en réalité, malgré tout, ça veut dire, en ce cas, si on reprend la vie de Maïmonide, ce qui serait considéré comme une habitation par rapport en fait pour les lois de la guerre, c'est pas ce qui est considéré comme une habitation pour les lois de la mezouza. Et en fait, la question, elle est de savoir en fait c'est quoi la distinction. Ça veut dire pourquoi. Ça veut dire en fait c'est puisque voilà, pour prendre un cas simple, ça veut dire que selon Maïmonide, un entrepôt, on va dire, si quelqu'un construit un entrepôt, il est exempté d'aller à la guerre parce que ça s'appelle qu'il a construit une maison. Alors que si quelqu'un construit un entrepôt, il n'est pas obligé de mettre une mezouza parce que ça ne s'appelle pas une maison. Et la question, c'est de savoir en fait pourquoi. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire puisque a priori surtout que Maïmonide, quand il parle des lois de la guerre, il dit la raison pour laquelle en fait dans les lois de la guerre ça s'appelle une maison, c'est parce que c'est apte à être habitable. Et comme on a vu, donc a priori que ça veut dire qu'a priori c'est quelque chose qu'on pourrait habiter si on voudrait. C'est ça ce qui appellerait une habitation. Donc normalement dans la mezouza aussi on devrait suivre cette règle-là. Et on devrait dire, voilà, comme c'est apte à être habitable, ça devrait être obligé de mettre la mezouza, quoi. Ce qui est plus ou moins l'avis du Shulchan Aruch, grosso modo. Et la question, elle est vraiment de savoir c'est quoi, ça veut dire c'est quoi en fait la distinction, quoi. Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'il y aurait en fait déjà deux, ça veut dire déjà, ce serait quoi la définition? Pourquoi ça serait deux choses différentes?
Alright. Et tu vois, ok, donc tu vois, moi ce que je veux dire, enfin pour dire la différence, pour moi, ça veut dire la logique, la différence pour moi elle est simple, elle est pas simple, c'est que a priori, c'est-à-dire que en fait, ça veut dire, pour expliquer en fait la logique derrière, c'est comme ça, c'est qu'est-ce qui exempte en fait quelqu'un d'aller à la guerre parce qu'il a construit une maison? Et en fait, ça veut dire, l'idée c'est que ce qui exempte, alors, la même chose, ça va être à mon avis en ce qui concerne la femme ou la vigne. En fait, c'est pas en fait parce que on veut que la personne en fait elle tire un profit de sa maison qu'il a construit ou qu'il a acheté ou quoi que ce soit. C'est pas ça en fait. Ça veut dire dans la mezouza, on va voir que ça serait plutôt ça l'idée de la mezouza. Mais ça veut dire que par contre, tu vois, dans la maison, on a l'impression qu'en fait, c'est pas le fait d'habiter la maison où tu vois où ça veut dire et qu'on veut que la personne elle puisse tirer profit de sa maison. C'est plutôt que comme si le fait que quelqu'un il a acquis une maison, il a construit une maison, quoi qu'il en soit, en fait, c'est une responsabilité pour lui, en fait, on va dire, même d'en tirer profit, ou en tous les cas, ça veut dire de finaliser en fait son acquisition par le fait soit d'y habiter, soit même, tu vois, ça veut dire, puisqu'on va voir que même si quelqu'un, par exemple, il a des maisons et il les loue, il achète des nouvelles maisons et en fait, il va louer les maisons, c'est aussi exemple, ça exempte aussi d'aller en guerre. Tu vois, par exemple, je pense que ça, c'est la plus grande exemple. Ça veut dire, pour montrer bien la différence entre les lois de la mezouza et les lois de la guerre, c'est que quelqu'un, par exemple, qui a des appartements et qui les loue, voilà, et les loue à des juifs, par exemple, c'est en fait, dans le cas de la mezouza, c'est le locataire qui doit mettre la mezouza. C'est pas le propriétaire. C'est parce que tu vois, en fait, ça veut dire la mezouza, elle est en fait liée on va dire, à la possibilité d'habiter ou au fait d'habiter, de tirer profit de l'habitation. Et c'est par rapport à ça qu'on a besoin, en fait, si tu veux, de se souvenir que tout dépend d'Hachem. Et grosso modo, c'est justement parce que la maison, c'est l'endroit où il y a le choix. C'est la maison, en fait, il y a l'endroit où il y a une dualité, où on peut faire ce qu'on veut dans la maison. Et c'est ça ce qui est la définition d'une maison. C'est pour ça, en fait, qu'on a besoin de mettre une mezouza qui te dit, quand tu regardes le passage de la mezouza, c'est voilà, si vous écoutez les mitzvot, et sinon, vous allez vous prendre un pimpon PQ, etc. Ça veut dire, parce qu'en fait, ça veut dire, l'idée, c'est de dire, voilà, ça veut dire ta maison, c'est là où tu as le choix, c'est là où tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, justement, tu dois, et c'est là où c'est ça, habiter, c'est avoir le choix. Mais ça veut dire, souviens-toi maintenant que, non, attention de faire le bon choix, quoi. Et ça serait la mezouza. Et ça, c'est lié vraiment au fait d'habiter, ou de pouvoir habiter en tous les cas, mais d'avoir l'usufruit de la chose, de l'utilisation. Alors qu'en réalité, dans les lois de la guerre, ce qui rend la personne exempte d'aller à la guerre, c'est pas l'utilisation de la maison, c'est peut-être l'usufruit de la maison, mais c'est surtout la propriété de la maison. C'est le fait d'avoir construit une maison ou de l'avoir acheté, de l'avoir hérité, ou même s'il la loue à quelqu'un d'autre, par exemple, si quelqu'un donc il achète des appartements et il les loue à quelqu'un d'autre, en fait pendant un an il est exempté d'aller à la guerre, alors qu'il fait que collecter les locations des types, tu vois. C'est parce qu'en fait, alors que le locataire lui il est obligé d'aller à la guerre. Parce que tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que quoi? C'est qu'en fait, c'est que l'achat de la maison ou l'acquisition de la construction de la maison, etc., ce qui est exempt d'aller en guerre, c'est en fait, c'est comme une sorte de responsabilité par rapport à la propriété qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si quelqu'un il a acheté quelque chose, il est responsable maintenant, ça veut dire il a mis un système en marche, quelque chose que ça peut soit apporter de l'argent, soit habiter, soit ça veut dire quelle que soit la chose qu'il va faire avec, ça veut dire. Mais maintenant, en fait, c'est-à-dire la finalité de sa propriété, c'est en fait de pouvoir la rendre, comment dire, pratique, quoi, c'est-à-dire qu'il peut produire quelque chose, je sais pas comment dire, de la rendre active, quoi. Ça veut dire que ça soit pas simplement ça veut dire voilà de l'argent qui est là, ou que ce soit de l'argent ou une maison, etc., qui soit là et qui servent à rien et qui sont pas encore, ça veut dire qu'ils sont pas en action, quoi, qui sont pas en train de travailler, etc., qui sont pas en train d'être utilisés. Donc en fait, c'est une responsabilité par rapport à la propriété, grosso modo. Ça veut dire que dans les lois de la guerre, ça veut dire ce qui exempte la personne d'aller en guerre, c'est pas, encore une fois, c'est pas parce qu'en fait maintenant il doit, ça veut dire, ça veut dire, il doit profiter de sa maison. Maintenant, il a construit. Ça serait trop cruel qu'il meure sans pouvoir profiter de la maison qu'il a construite. Tu as construit une maison, tu as acheté une maison, etc. Le but, ça veut dire la finalité de la chose, c'est quand tu arrives en fait à ce que cette maison, elle soit performante. Ça veut dire et que pendant un an, tu dois en fait la rôder, quoi, grosso modo, pour qu'elle soit performante pour toi ou pour un locataire ou pour une utilisation quelconque en réalité, mais c'est ça ce qui t'exemple du fait d'aller en guerre. Donc, quand c'est un entrepôt, même si jamais, en fait, c'est ce qu'il dit Maïmonide, ça pourrait être une habitation, toi, tu vas décider d'en faire un entrepôt, c'est ton choix, si tu veux, mais ça va toujours t'exempter d'aller en guerre parce que la propriété elle-même, comme elle pourrait être habitée,
en fait, et ça veut dire pour toi, le fait de décider de faire un entrepôt, c'est ta manière d'habiter dedans. Parce qu'en fait, parce que tu mets à profit, je sais pas le mot en français, c'est tu mets à profit cet endroit. Tu mets à profit cet endroit et c'est ça ce qui te rend exempt de la guerre. C'est une responsabilité, quoi. C'est que tu as construit quelque chose. Maintenant, ça ne suffit pas d'avoir construit, je vois, une machine ou quelque chose comme ça, etc. Et de dire, voilà, j'ai cette maison, j'ai cet entrepôt, j'ai ce machin, j'ai ce business. L'idée, c'est que tant que tu l'as pas fait marcher, en fait, tu vois, c'est ta responsabilité de faire marcher pendant au moins un an, quoi. Avant, et tant que tu n'as pas fait ça, en réalité, tu es exempté d'aller en guerre parce que, peu importe quelle que soit la chose, parce que soit c'est un danger pour toi, soit parce que ça serait ça qui serait considéré comme un gâchis. Ça veut dire, voilà, tu as construit quelque chose et tu l'as pas, en fait, tu l'as pas mis à profit pendant au moins un an. Donc, ça veut dire, et c'est ça ce qui est exempt d'aller en guerre. Et voilà, et ça, c'est pour expliquer ça, c'est ça l'idée. Par contre, tu vois, en ce qui concerne la mezouza, c'est, encore une fois, si on prend l'histoire du locataire, le locataire, c'est lui qui doit mettre la mezouza, c'est pas le propriétaire, parce qu'en réalité, la mezouza, elle est justement basée sur le choix qu'on a à l'intérieur d'une maison, et que la mezouza, elle est pour nous dire, fais le bon choix, mais ça dépend en fait de l'habitation elle-même, pas simplement de la capacité à habiter, quoi, si on veut. Et c'est pour ça que Maïmonide, il va dire, en fait, un entrepôt, selon lui, comme personne n'y habite, c'est une fois que quelqu'un a décidé d'en faire de ça un entrepôt, c'est plus une habitation, quoi. C'est parce que, bien qu'au niveau de la propriété, comme ça pourrait être une habitation, c'est une habitation, et celui qui va en guerre, il est exempté d'aller en guerre. Mais en ce qui concerne la mezouza, quand quelqu'un a décidé d'en faire un entrepôt, c'est plus une habitation, puisqu'en fait, si tu veux, c'est comme si ça a été destiné à quelque chose dans lequel la personne, elle n'habite pas, donc c'est exempté de mettre la mezouza, quoi. Sauf si jamais il y a des femmes qui décident d'aller se maquiller là-bas, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'elles cassent cette destination qui avait été faite au début, et donc ça devient à nouveau quelque chose qui est habitable, quoi. Quelque chose comme ça, tu vois. Ça serait ça la différence, la distinction qu'il faudrait faire, à mon avis, entre les lois de la mezouza et les lois de la guerre, etc. Quelque chose comme ça, tu vois. Je veux dire, simplement rajouter une dernière idée avant de, j'espère que je ne vais pas trop saouler, etc. Je vais simplement rajouter une dernière idée. Parce que bon, ok, je ne sais pas si ça vous intéresse comme sujet, j'en sais rien, aucun comme dit, c'est ce qui est sorti. Hein. C'est que ce qui est intéressant, c'est que quand même, il y a simplement, il y a un Yerushalmi, tu vois, qui fait le lien aussi, parce qu'il y a une autre mitzvah qui aussi, où il y a une contradiction aussi qui est intéressante, c'est en ce qui concerne les lois du Maaké, c'est-à-dire les lois de mettre un parapet, puisque normalement, ça veut dire, il y a comment dire, il y a une mitzvah donc de mettre un parapet. Dans le Yerushalmi, il fait un lien entre les lois de ce qui est considéré une maison pour rentrer dans les lois de la guerre et la mitzvah de mettre un parapet, un maaké. Mais je vais pas rentrer dans le Yerushalmi, mais ce que je veux simplement montrer, c'est ce qui est intéressant, c'est que dans le Shulchan Aruch aussi, il y a une contradiction aussi, un peu la même contradiction qu'on a vue en ce qui concerne les magasins et les entrepôts dans les lois de la mezouza. En tous les cas, on retrouve aussi une contradiction dans le Shulchan Aruch en ce qui concerne les lois du parapet, où, par exemple, voilà, si vous voulez, il y a marqué comme ça veut dire... j'ai lu le Shulchan Aruch dans les lois de la mitzvah de Maaké de construire un parapet. Donc, ce qu'il dit là-bas, ça dit mitzvah tassé, la sot adam Maaké le gago. Et ça veut dire, et ça, on l'apprend aussi des lois de la guerre. Grosso modo, c'est la même idée, comme je vous ai dit, d'une maison. Donc, il y a une mitzvah positive pour quelqu'un de mettre en fait un parapet sur son toit. Chez Neymar, basita Maaké le gagecha. Parce que le verset dit, tu feras donc une sorte de parapet sur ton toit. Oui, chez Bet dira, mais il faut que ça soit une maison d'habitation. Aval Bet Aotsorot, mais ça veut dire encore une fois les entrepôts, Bet Abakar, les étables, Kalisé Baen, ou des choses comme ça. Et nos Akouklo, il n'est pas obligé a priori de faire un parapet. Ensuite, le Shulchan Aruch, il continue, il dit Kol Bait Shenbo Arba Amot al Arba Amot, toute maison sur laquelle il n'y a pas deux coudées sur 4 coudées, 4 coudées sur 4 coudées, pas tout Maaké, l'exempté de faire un parapet. Ok, donc tout va très bien, et il continue. Et après ça, il a la 7, et c'est aussi dans Maïmonide, tout ça pour le coup, c'est le Shulchan Aruch, il a copié Maïmonide. Et donc il dit comme ça, il dit Chadagag, il dit donc la mitzvah, donc il parle sur la mitzvah de faire un parapet. Il dit Vechad kol davar sheshbo sakana, toute chose qui est en danger. Et on va dire quand il y a des piscines, par exemple, où il y a des shalom, tu vois, des fois des accidents, etc. La même chose, tu vois, donc il y a une mitzvah de mettre
un truc, toute chose sur laquelle il y a un danger. Adam, et qu'un homme, en fait, il pourrait trébucher dedans, Veyamout, et qu'il meurt. Et Gonch a été à l'OBR, voilà, comme si jamais quelqu'un il a une piscine, il a un puits, Bahatsero dans sa maison, Ben Shesh Bo Maim, Ben Shen Bo Maim, qui est de l'eau dedans ou pas d'eau dedans. Hayov la Asot Chulia Gavo Asarat Vachim, il faut lui faire une mur, tu vois, un muret de 10 Fachim. Voilà, Asot la Kisui, ou bien de le recouvrir, qu'elle est Shelo Yipol Ba'adam Veyamout. Voilà, et ça veut dire, il ne faut pas qu'un homme il tombe dedans, Hazé Shalom, et qu'il meurt. Il dit, Vechen Kol Mirchol, il donne la Rahavit, et n'importe quelle embûche, Sheshbo Sakanat Nefashot, ça veut dire où il pourrait y avoir un danger de mort. Mitzvot assez la siro, donc il y a une mitzvah positive qui est a priori celle de faire un parapet. Les Shemem Imeno, et ça veut dire de le garder, les herbes et d'avoir fait, de faire très attention à ça. Chez Nehemar, et Shamer Lecha, parce que le verset est dit, garde-toi, Ushmor Nafshecha, et garde ton âme, Veimlo et Siach, mais si jamais il n'a pas enlevé, donc il n'a pas mis un couvercle sur la piscine ou quelque chose comme ça, venir à Mercholot, à Meviol Sakana, il a laissé ça veut dire ces choses-là qui peuvent amener un danger. Bitel mitzvah assez, il a transgressé la mitzvah positive qui a priori ça veut dire de faire un maraké ou bien de faire l'ishamé alecha, tu vois, ça veut dire de garder sa maison, etc. Mais au verbe de l'otassim damim, et il transgresse l'interdit, donc tu ne dois pas mettre du sang dans ta maison. Tu vois, l'otassim damim, etc., tu ne dois pas mettre du sang dans ta maison. Donc pourquoi c'est contradictoire? Parce que si c'est comme ça, normalement, il ne devrait y avoir aucune différence entre une maison qui fait 2 coudées ou 4 coudées, ou ça veut dire une grange ou un entrepôt. Ça veut dire, si on dit en fait que la mitzvah, elle est générale, tu vois, ça veut dire que c'est n'importe quelle chose qui est dangereuse ou quelqu'un peut tomber et mourir, tu vois, en fait, tu as une mitzvah de l'enlever, c'est ça la mitzvah de l'autre, tu ne mettras pas du sang dans ta maison, et tout, etc. Et c'est après la mitzvah tassée, a priori, c'est la mitzvah de Maaké, en fait, ce serait comme un exemple que la Torah l'a donné en disant, voilà, c'est le cas le plus simple, quoi, c'est quelqu'un tombe du toit. Mais ça veut dire, alors comment est-ce que, en fait, si je veux le Shulchan Aruch, il peut dire, attention, mais si c'est pas une maison qui fait 2 mètres sur 2 mètres, alors non, si jamais c'est dangereux parce qu'il y a des démons qui peuvent monter dessus, etc., alors il faut, oui, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire en quoi c'est différent d'une piscine, tu vois, en quoi c'est différent de n'importe quelle chose où il dit que c'est un danger. Donc, tu vois, c'est contradictoire, tu vois, c'est pour ça que ça veut dire, encore une fois, là, sur ça, j'ai pas vraiment, tu vois, est-ce que ça voudrait dire, encore une fois, que ça serait exemptatoire, ça voudrait dire que si tu n'habites pas dedans, tu vois, ça serait encore une autre manière de comprendre qu'est-ce que c'est une maison, et ça serait comme si le fait d'en avoir fait un entrepôt, c'est comme si, ok, c'est un entrepôt, maintenant je ne suis plus obligé de garder quelque chose où j'habite pas, tu vois, quelque chose comme ça. C'est très bizarre, tu vois, en tout cas, c'est quand même bizarre, puisque je n'ai pas de réponse sur cette question, honnêtement, tu vois, mais ça veut dire, moi, ça reste très, très, très étrange, tu vois, ça veut dire, mais a priori, ça veut dire ce que tu vois, c'est la réponse que les gens ils veulent dire, ça serait de dire en fait, c'est que ce qui fait le danger, c'est le fait qu'on habite dans la maison. Ça veut dire, si c'est un endroit en fait où les gens, grosso modo, ça voudrait dire qu'un entrepôt ou quelque chose comme ça, c'est comme si c'est quelque chose en fait, où, voilà, personne ne va se balader sur le toit d'un entrepôt, personne n'a rien à faire là-dessus. Ou même une maison qui ne fait pas 2 mètres sur 2 mètres, ça veut dire, il n'y a personne qui a, comme c'est pas une maison tellement habitable, donc personne ne va aller sur le toit, donc c'est pas considéré comme quelque chose que tu dois faire attention. Versus, tu vois, un trou, une piscine ou un truc comme ça, où en fait, c'est possible que des gens, ils vont aller, tu vois, ça veut dire, c'est un truc comme ça. Mais ça reste compliqué, tu vois. On a l'impression ici que la dira, ça veut dire le fait que quelque chose qui ne soit pas fait pour être habité, ça serait exemptatoire, ça serait un peu comme dans l'histoire de la mezouza, quoi, selon Maïmonide. Ça veut dire, une fois que tu as décidé que c'était un entrepôt, alors ça t'exempte de mettre la mezouza, ça t'exempte ici aussi de faire le maaké parce que c'est plus habitable. C'est plus un endroit où les gens ils ont à se balader, où ils ont intérêt à se balader, etc. Donc, voilà, ça serait ça l'idée, quoi. Ça serait ça peut-être un truc comme ça. Mais la question elle est plus forte que la réponse, à mon avis, quoi. Tu vois, ça veut dire, voilà, ces questions-là, elles sont en fait, je me suis beaucoup inspiré, tu vois, encore du Rav Pe'alim, c'est un Rav, c'était le Rav Yosef Chaim, quoi. Donc, lui, il parle de ces questions-là. Je me rappelle tout ça, c'est ce cours que j'avais préparé il y a plus qu'1 mois, quoi. Donc voilà, donc je sais pas exactement, mais voilà, mais je pense donc j'ai pas la force vraiment de recommencer ce que lui dit. Je pense que lui il ramène plein de réponses, il est très, tu vois, mais à la fin je me rappelle que j'avais pas été satisfait parce qu'il disait, tu vois, mais voilà quoi. Mais grosso modo, tu vois, donc pour synthétiser ce qu'on a vu aujourd'hui, ça veut dire qu'en tous les cas on voit que ce qui est considéré comme une habitation en ce qui concerne les lois des rois et ce qui est considéré dans les lois de la Mezouza comme une habitation, et même a priori ce qui est considéré comme une habitation dans les lois du Maaké,
Mais ou même dans les lois de Shabbat, c'est différent à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un concept général de qu'est-ce qui est considéré une habitation qui s'appliquerait à toutes les lois de la Torah. C'est étrange que ça soit, quoi. Mais qu'a priori, en tous les cas, la différence, c'est-à-dire ce qu'on voit dans les lois de la Mezouza, a priori, ce qui se crée comme une habitation, c'est l'endroit où est-ce qu'on a le choix de faire des choses. C'est le choix, et c'est pour ça que, par exemple, ça veut dire un balcon, ça ne serait pas considéré comme une habitation, parce qu'en fait, voilà, comme tu es dévoilé, etc., il y a des choses que tu ne veux pas faire, donc le type d'utilisation que tu vas faire, c'est limité, donc ça ne s'appelle pas une habitation. Versus, ça veut dire, on va dire, un entrepôt, c'est un Shulchan Aruch, qui est obligé de mettre une mezouza parce que tu pourras toujours faire ce que tu veux avec. Et versus un magasin, par exemple, c'est un Shulchan Aruch qui est exempté de la mezouza parce que ça serait comme un balcon, parce que tu as destiné une habitation et donc tu n'as pas vraiment le choix. Et au niveau logique, ça s'expliquerait en fait que la mezouza, elle est là pour mettre en garde la personne justement dans un endroit où elle a le choix de faire des bons choix ou des mauvais choix et pour lui dire en fait de faire le bon choix. Et ça voudrait dire aussi que, de certaine manière, l'habitation, on habite là où est-ce qu'on a le choix, quoi, grosso modo, c'est ça ce que ça voudrait dire. C'est un espace où en fait on a le choix de faire des choses. Et ça serait ça, peut-être, tu vois, ça serait ça l'idée de l'habitation, tu vois. Ça, je ne sais pas si ce que Heidegger a dit, mais j'imagine que ça doit être quelque chose proche de ça, puisque c'est dans sa philosophie. Donc, bref, tu vois. Mais ça, en ce qui concerne, ça serait ce qui concerne les lois de la Mezouza. Par contre, en ce qui concerne les lois les lois du roi, ça serait pas en fait le fait d'habiter en fait qui exempterait la personne d'aller à la guerre, c'est le fait en fait d'avoir une responsabilité par rapport au fait qu'il a créé une habitation. Et que en fait, quand quelqu'un il a créé une habitation, ça veut dire quelque chose qui a un potentiel. En fait, ça serait sa responsabilité en fait d'utiliser ce potentiel. C'est-à-dire de ne pas le laisser, comment dire, en jachère ou de le laisser comme, c'est-à-dire de pas en tirer profit, de pas le mettre, le mettre à profit, quoi, de pas de le laisser comme ça sans, voilà, je sais pas comment, de le finaliser dans son utilisation. Et que ça serait la responsabilité a priori donc du propriétaire. Et donc c'est pour ça que par exemple, le Maïmonide, il dit que, comme tout le monde, il dit que un entrepôt, ça serait exemptatoire d'aller en guerre parce que tu as ouvert un entrepôt, maintenant il faut que tu mettes cet entrepôt à profit et que tu l'utilises, etc. Et ça s'appelle habiter. Parce qu'en fait, c'est destiné à une utilisation, ça s'appelle déjà habiter en ce qui concerne les lois de la guerre parce que c'est lié à la propriété. Et donc, quand quelqu'un va destiner un endroit à une chose, en tant que propriétaire, c'est habiter. Par contre, en tant qu'habitant, en tant que locataire ou en tant qu'habitant, c'est pas habiter. C'est ça l'idée, ça se passe à différents niveaux. Ça veut dire, c'est ça, à mon avis, la différence, tu vois, qui ferait la différence entre les lois des Mezouza. Et après ça, on a vu, en fait, dans la loi du Maaké, des choses un peu étranges, tu vois, que ça veut dire qu'a priori, la loi du Maaké, elle semblerait être liée, et ça vient du Yerushalmi, qui est dans les lois, justement, des rois, justement, dans notre Gemara à nous, qui fait un lien entre Baït, puisqu'il est marqué dans le cas du Maaké, il est marqué que tu vas faire un parapet sur ta maison, le toit de ta maison. Et le Yerushalmi, il dit, voilà, cette maison dont il est question, c'est la même maison qu'il est question dans les rois où la personne qui a fait une maison doit rentrer de la guerre. Et donc, a priori, la mesure de construire un parapet, elle serait liée à l'habitation aussi. A priori, c'est ça la source, a priori, de ce que le Shulchan Aruch dit au début du Siman 427, quand il peut exempter une maison qui n'a pas de coudées sur 4 mètres sur 4 mètres, ou ça veut dire, ou exempter des entrepôts de Maaké. Alors, c'est très compliqué parce que par la suite, on a l'impression que la misère de Maaké, elle est liée au danger et a priori, on ne voit pas pourquoi le danger serait lié à l'habitation. À moins de dire que oui, tu vois, ça veut dire que quand quelque chose, ici, ça veut dire que faire un entrepôt, c'est repousser de l'habitation. Et donc, une fois que c'est plus une habitation, il y a moins de responsabilité pour le propriétaire d'un danger qui pourrait advenir à quelqu'un puisqu'il n'a rien à faire là-bas, quoi. Ça veut dire, voilà, quoi. Ça veut dire, si tu as une maison, ça veut dire, voilà, donc tu dois faire attention parce que c'est une habitation, mais si jamais c'est un entrepôt, voilà, le type, ils n'ont rien à faire dans les entrepôts et donc tu aurais moins voilà, t'es moins responsable, quoi. Si jamais quelqu'un, il a commencé à jouer, à faire de l'alpinisme, j'en sais rien, ou à faire du scrapèze sur le toit de ton entrepôt, quoi. Un truc comme ça. Voilà, c'est juste comme ça qu'il faudrait dire. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça pour aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques. Ouais, mais bon, à mon avis, voilà, je sais pas. Je pense que c'est beaucoup ça. Je sais pas. Pour moi, enfin, si je vous relis un petit peu avec, je sais pas, tu vois, pour moi, ouais, j'en sais rien. Je vais pas épiloguer. Je vais pas épiloguer. Mais je pense que, ouais, je
je pense qu'en tous les cas, c'est clair que la notion d'habitation, même la notion, elle est liée à la notion de choix. Et c'est sûr, tu vois, ça veut dire. Je pense, tu vois, ça veut dire. Bref, je peux épiloguer si vous voulez un petit peu pour faire un peu tu vois, Ironside sur ma mère, parce que je parle sur. Pas Ironside, mais sur. Parce que c'est un peu lié à ça, même Zéménian, Lénian, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'étais en train de. Ça veut dire quand j'étais à GTA, parce que j'ai fait un petit trip à Philadelphie et tout ça. Et j'ai vu là-bas, et là-bas, c'est devenu maintenant hyper wokiste, c'est-à-dire, bon, bref, peu importe les histoires, etc., qu'il y a là-bas. Mais c'est-à-dire maintenant, il y a un nouveau mouvement, je sais pas si vous savez, chez les woks, ça s'appelle le mouvement rationaliste. C'est un mouvement en même temps hyper geek et en même temps. Et tu vois, et ça veut dire que pour eux, l'idée, c'est de dire. Ça veut dire que super, ça m'a paru super intéressant, surtout comme un chemin à ne pas suivre. Mais ça m'a fait vraiment beaucoup parler, tu vois, ça m'a fait beaucoup penser, tu vois, à la. Vraiment, tu vois, l'histoire de la Véloute et à l'histoire, tu vois, aussi, tu vois, de ma mère de manière générale. Mais c'est-à-dire que eux, ils ont pensé, ils se sont dit, en fait, ça veut dire, c'est un nouveau mouvement. C'est vraiment, et les mecs qui sont là-dedans, c'est des mecs super, super, c'est vraiment un mouvement de surdoués, quoi. Ça veut dire, c'est vraiment les super geeks, les super machins qui sont dans tous les machins. Tu vois, et que, en fait, ils disent, en fait, si tu veux, que pour eux, ce qui empêche l'homme d'être rationnel, c'est en fait le fait qu'en fait, il est contradictoire en lui-même. Tu vois, ça veut dire pour eux, en fait, ils parlent beaucoup entre l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, etc., etc. Et ils prônent, tu vois, en fait, une sorte, tu vois, ils cherchent des méthodes, en fait, si tu veux, pour endormir, tu vois, ça veut dire un des hémisphères, tu vois, que pour eux, c'est l'hémisphère gauche, tu vois, qui serait pas rationnel, au point où finalement, tu vois, l'homme, il serait capable, en fait, de toujours prendre la bonne décision, la décision rationnelle. Je vous jure que c'est super en vogue, c'est un super gros truc, c'est le et bon, bref, tu vois, bon, bref, si tu veux, c'est un gros machin. Et pour eux, justement, ils pensent que c'est la manière, en fait, de contrer l'intelligence artificielle, parce que, si tu veux, comme l'intelligence artificielle, ça fonctionne avec des systèmes neuronaux, donc, en fait, c'est pas rationnel, en réalité. Tu vois, puisqu'en fait, c'est plutôt du côté répétitif et systématique. En fait, c'est pas véritablement rationnel. Et en fait, que si jamais l'homme, en réalité, il arrivait, en fait, si tu veux, à endormir, si tu veux, une sorte de, cet hémisphère gauche qui est lié, en fait, justement, qui le ramène toujours à la répétition, qui l'empêche, en fait, si tu veux, d'avoir une décision, en fait, à 100%, on va dire, qui serait, tu vois, on va dire, rationnel au niveau, comment dire, pratique, quoi. Je sais pas comment dire le mot, tu vois, ça veut dire, donc, en fait, il avancerait, quoi. Et c'est comme ça qu'il va dépasser l'ordinateur, ou c'est comme ça qu'il peut prendre, en fait, il pourrait vraiment utiliser l'intelligence artificielle comme ça veut dire, comme un outil, quoi. Et ouais, j'ai compris que c'était vraiment, tu vois, c'est vraiment, parce que moi, bon, c'est sûr que c'est tous des cinglés, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de question, il suffit de les voir pour comprendre que c'est vraiment pas le chemin à suivre. Mais tu vois, mais ça veut dire, ils sont la moitié, 80% des transgenders, entre parenthèses. Et tu vois, ça veut dire, mais ce que ça m'a, non, ce que ça m'a révélé, ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité, l'idée, c'est que voilà, c'est que ce qui fait sens dans la vie de l'homme, en fait, c'est ses contradictions, quoi. Et ça veut dire que c'est surtout ça l'idée un peu. On voit ici dans la Mezouza en disant qu'habiter, c'est là où est-ce qu'on a le choix. Ça veut dire c'est quand on a le choix, justement, une maison, c'est l'endroit où est-ce qu'on peut avoir le choix de faire ce qu'on veut. Et que c'est justement après ça, il faut faire le bon choix, mais il faut avoir le choix pour se sentir quelque part habité dans un endroit, quoi. Et là où est-ce qu'on n'a pas le choix, c'est là où est-ce qu'on n'habite pas. Alors, en fait, je pense que c'est vraiment la même chose avec la vie. Ça veut dire, en fait, je pense que c'est vrai que l'homme, en fait, il est plein de contradictions, mais qu'en fait, le fait même, en fait, de trouver un sens, c'est parce qu'on garde ces contradictions, en fait, en nous, quoi. Et à partir du moment où on essaye de, en fait, de les éradiquer, en fait, c'est là où les choses, elles perdent leur sens, quoi. Ça veut dire, les choses, elles ont un sens, en fait, parce qu'elles sont la résolution de choix, de contradictions qui est à l'intérieur de nous-mêmes, quoi. Et voilà, quoi, c'est ça ce que je voulais dire, voilà, pour faire la semaine un peu sur ma mère, un peu, voilà, ma mère, c'était sa grande mida, c'était toujours tu vois, d'avoir l'équilibre, toujours, elle voulait toujours garder les contradictions en elle et toujours garder toujours un équilibre, toujours garder une sorte de choix qui soit, voilà, toujours à refaire, etc. Et voilà, donc voilà, c'est tout, voilà, je pense que voilà, c'est ça, des choses, aussi voilà, mentionner. Pour moi, voilà, je sais pas si je raconte ma vie, j'en sais rien, mais moi, je m'en fous, mais si vous voulez, je peux continuer. Mais voilà, si vous voulez, je continue, si vous voulez pas, je continue. Ça a l'air de vous intéresser plus que Maïmonide. Ça va, Ignace. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais c'est ce que j'ai vu, tu vois, ça veut dire, en fait, comment j'ai été, tu vois, j'étais à la réveil de ma mère, toute cette histoire de la mort de ma mère, etc., pour moi, c'était quelque chose, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, elle a voulu être enterrée d'où est-ce qu'elle venait, c'était vraiment comme il a été, Thierry, il m'a conduit là-bas, etc., moi, je suis revenu après là-bas, etc., j'ai vu comme une sorte de voyage initiatique là-bas, etc., et c'est surtout, tu vois, je me suis dit, ça m'a montré aussi, en fait, comment dire, ça veut dire, voilà, ça veut dire, en fait, ça veut dire, c'est-à-dire quand on regarde, en fait, on va dire rétrospectivement, ça veut dire d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait dans sa vie, etc., etc.
En fait, on voit en fait plein de, je sais pas, comme si la chose en fait, elle fait pas sens, comme si en chaque période de sa vie, en fait, il fait pas sens en lui-même, quoi. Mais qu'en fait, ça veut dire, c'est comme si c'est ce qui fait sens, c'est le fait, en fait, si tu veux, je sais pas comment expliquer, c'est d'assumer en fait toutes ces contradictions, quoi. En fait, tous ces passages, toutes ces origines, tout ça, tu vois, et que c'est, voilà, c'est tout, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, quoi. C'est ce que je veux dire, mais voilà. Et c'est intéressant, c'est pas facile en réalité, mais grosso modo, le sens, en fait, il vient de la contradiction. C'est surtout ça, ce que je pense. Ça veut dire, ça veut dire, s'il n'y a pas de contradiction, si en fait, il y a justement un chemin unilatéral, il y a une sorte de rationalisme, en réalité, il n'y a plus de sens. C'est paradoxal, mais c'est vrai, quoi. Ça veut dire, le sens, en fait, il n'est pas donné parce qu'on fait le choix juste à un moment donné, dans l'endroit juste. Le sens, il est donné parce que en fait, c'est très sartrien, heideggerien, c'est pas nouveau, mais c'est vraiment, ça vient du fait que justement, en fait, quand on a fait le choix, on aurait pu faire le choix contraire, et en fait, ça veut dire voilà, on a décidé de prendre une direction plutôt qu'une autre. Mais c'est ça, c'est du fait que c'est un choix, et du fait que c'est contradictoire, du fait qu'on sent justement qu'il y a une partie de nous, en fait, qui s'oppose à ça, qui fait que ça a un sens. C'est ce que je veux dire. C'est pas que ça soit la décision soit juste ou mauvaise, en fait. Ouais, ça veut dire, ça veut dire, tu vois, c'est tout ce que je voulais dire, quoi. C'est ça ce que. Surtout, la vie n'aurait aucun intérêt, quoi. Si tu prenais que les bonnes décisions, il n'y aurait pas de vie. Enfin, ça serait juste absurde, quoi. Ouais, non, c'est comme dit, non, c'est Le sûr. seul intérêt, c'est justement de créer la friction en soi-même, quoi. Ouais, ou de l'accepter, etc. Mais c'est sûr qu'en fait, c'est plus profond que ça, parce que c'est sûr que d'une certaine manière, c'est vrai que la Torah, c'est une manière, en fait, de, comment dire, si tu veux, je ne sais pas comment ça dire, d'éviter ce choix, aussi bizarre que ça soit, mais ça veut dire, c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'en fait, ça veut dire, tu vois, c'est comme quand tu vois, j'en l'effet Shahraïm, mais tu vois, quand l'effet Shahraïm, il dit, en fait, c'est quand on fait la prière, il faut faire la prière avec son corps, etc. Et le fait de dire les mots de la prière, en fait, c'est comment dire, c'est amener son corps, etc. Et c'est vrai, quand quelqu'un, il fait ça, d'une certaine manière, il détruit, en fait, le Yetzirah de son corps. C'est quelque chose qui est presque magique, mais c'est vrai, tu vois. Et même, tu vois, quand quelqu'un étudie la Torah ou quelque chose comme ça, tu vois, c'est comme si quelqu'un, en fait, quand tu rentres en contact avec l'éternité, ou comme si, en fait, tu vois, ton corps, en fait, il était lui-même transformé dans quelque chose qui était plus haut. Mais ce qui est super étrange, ce qui est difficile, c'est ce qu'on se rend compte après, quoi, quand on a une période de la veloute, c'est que, en fait, c'est pas qu'en fait, on a transformé son corps, c'est que on a échappé à son corps, quoi. Et en fait, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que tu vois, ça veut dire que voilà, quoi. Ça veut dire que voilà, c'est pas en fait que voilà, c'est parce que ouais, tu vois, c'est compliqué. Ça veut dire c'est comme si en fait il y a une grande contradiction entre le fait, on va dire, d'étudier la Torah ou d'être, tu vois, même, on va dire même d'être religieux si on veut, et le fait même de vivre, quoi, peut-être, tu vois, ou de vivre d'une manière linéaire, quoi. Parce qu'en fait, si tu veux, quand on étudie la Torah et qu'on fait les mitzvot, etc., c'est comme si, en fait, on vit d'une manière syncopée, quoi. On vit pas d'une manière linéaire. Un peu, tu vois, si tu veux, il y a un truc, par exemple, tu vois, il y a un midrash, par exemple, dans la paracha de la semaine dernière, où il dit comme ça, où il y a marqué comment il s'appelle, que Moshe, en fait, que quand Hachem, il a dit dans la paracha de Tetzavé, il a dit, choisis, va prendre, toi, prends Aaron, etc., etc. Il y a marqué que Moshe, en fait, si tu veux, il était triste en disant, ouais, pourquoi c'est pas moi qui va devenir Kohen Gadol? C'est ce que le Midrash là-bas dit. Et Hachem, il répond à Moshe, il lui dit, oui, mais en fait, tu vois, moi, je t'ai donné la Torah, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Et il lui dit, regarde, tu vois, ça veut dire, moi, en fait, aussi, j'ai créé le monde, et finalement, j'ai donné à l'homme de le faire. Tu vois, c'est pas moi qui construis le monde, tu vois, c'est comme si tu veux, dans le Midrash, en fait, on met en relation le fait que Hachem, alors que c'était lui, on va dire, comme le sort de Moshe Rabbeinu du monde, il a délégué son pouvoir à Adam Arishon comme étant le Kohen Gadol, alors que tu vois, parce que justement, c'est comme si dans le monde de l'action, il faut que quelqu'un d'autre fasse. Et la même chose que Moshe Rabbeinu, quoi. Comme Moshe Rabbeinu avait reçu la Torah, alors finalement, du fait même qu'il a la Torah, il est lié à Hachem, et d'un autre côté, ça peut plus être lui qui fait l'action, quoi.
Tu vois, et tu vois, c'est très, tu vois, voilà, c'est étrange d'un côté, tu vois, moi je comprenais pas, tu vois, quand tu vois, quand à chaque fois il lui disait, ouais, en fait, Manitou, il disait que les Chilonim à Tel Aviv, ils doivent rester Chilonim, c'est ça leur travail, etc. Moi je dis, bon, ça c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, etc. Et moi je pense toujours que c'est n'importe quoi. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, je comprends qu'en fait, tu vois, ça veut dire qu'il y a un moment, ça veut dire, je pense que, tu vois, c'est vrai que vivre en tant que, tu vois, c'est-à-dire vivre dans la Torah, etc., il y a quelque chose, en fait, qui est une négation, vraiment, tu vois, d'une manière très, très fondamentale, en fait, de la vie linéaire, quoi. On peut pas être, on peut pas être Moshe Rabbeinu et Kohen Gadol, quoi. On peut pas être Dieu et homme, tu vois. C'est soit t'es Dieu, soit t'es homme. Mais tu vois, c'est-à-dire, si tu étudies la Torah, en fait, tu deviens Dieu, mais tu vois, mais tu refuses, en fait, d'être un homme, quoi. Quelque part, tu vois, ça veut dire, il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire, moi, c'est ce que j'ai vu en tous les cas dans cette histoire-là. Parce que, voilà, parce que, ouais, tu vois, c'est compliqué, mais parce que, c'est parce qu'en réalité, si vous voulez, l'idée, tu vois, l'idée, en fait, d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, etc., c'est d'être toujours lié à l'éternité, en réalité. Et en fait, donc, c'est sûr que même si on veut à chaque fois revivre l'éternité, c'est-à-dire lier le présent avec l'éternité à travers l'action, à travers la pensée, à travers les mitzvot, etc., d'une certaine manière, en fait, c'est vrai, donc le présent maintenant il devient éternel, mais d'une certaine manière, il perd sa linéarité, tu vois. Ça veut dire, ça devient très difficile de lui donner une linéarité avec une histoire qui a un début, qui a une fin, tu vois, qui a un sens dans ce linéaire, quoi. Puisqu'en fait, on est toujours en rupture, tu vois. C'est pour ça que je dis c'est plus un rythme syncopé que, tu vois, plutôt qu'un rythme linéaire, quoi. Voilà. Je sais pas si j'avais des saoulés en racontant tout ça, mais. Non, mais alors, qu'est-ce qu'il faut chercher à faire? Et chercher la contradiction ou plutôt la vie? Je pense que tu vois, je pense qu'il y a rien à chercher à faire. Je pense que tu vois, je pense que c'est chacun par rapport à comment son neshama réagit, tu vois. Je pense que c'est beaucoup ça. Je pense que ça veut dire, en fait, ça veut dire, je pense beaucoup, c'est beaucoup lié à ça. Je pense que tu vois, moi je pense que la raison pour laquelle moi je pense dans cette, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est sûr que c'était en moi depuis que j'étais tout petit, quoi, ça c'est sûr. Mais aussi, je veux dire aussi, j'ai pas, ça veut dire clairement tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, ça m'a poussé à aller plus loin dans cette direction, quoi. Je pense que d'autres personnes qui avaient fait d'autres choix, leur vie, elle les a poussés au contraire toujours à rentrer plus dans l'action et à s'éloigner en fait de la spiritualité, quoi. Mais je pense qu'en fait, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, en fait, qui est, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est l'histoire de, ça veut dire, voilà, je pense que c'est pas un choix conscient, tu vois. Je pense que il y a quelque chose d'intérieur, tu vois, qui fait que une personne, elle va avoir une tendance à quelque chose, mais en plus de ça, on sent qu'il y a un tikkun de savoir, en fait, quelle est la partie, en fait, qui va prendre le dessus, tu vois. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un, il va devenir Moshe Rabbeinu, est-ce que quelqu'un, va devenir Kohen Gadol, quoi. Ça veut dire, mais ça veut dire que mais que C'est c'est pas. forcément linéaire. Ouais, je pense qu'à un moment, il y a une rupture entre les deux. Peut-être qu'après, il y a des changements dans la vie, il y a des périodes dans la vie, etc. Ça aussi, tu vois, mais je pense que au fond, il y a vraiment, c'est vraiment deux modalités de vie, quoi. Ça veut dire, je pense qu'il y a, au fond, je pense qu'il y a deux modalités de vie. Et je pense que voilà, c'est tout. En fait, voilà, je pense que même sur ça, on n'a pas vraiment le choix, au fond. Ouais, je pense que sur ça, en fait, c'est-à-dire le chemin qu'Hachem il amène, tu vois, dans la vie de quelqu'un, je pense que c'est vraiment net, quoi. Si jamais, en fait, voilà, tu vois, si quelqu'un, il veut que quelqu'un devienne un Kohen Gadol, il deviendra Kohen Gadol, même si lui, à la base, et en général, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Moi, j'ai vu la plupart des gens qui voulaient étudier tout le temps, qui n'étaient pas du tout dans le monde de l'action, qui étaient complètement, tu vois, ça veut dire, ils ont été poussés petit à petit à rentrer, en fait, dans la vie, on va dire, réelle, on va dire, dans une vie, on va dire, de construction, tu vois, voilà, ouais, de construction. Alors que tu vois que moi qui étais à la base plutôt pas, je suis pas intellectuel à la base, tu vois, ça veut dire, tu vois, j'ai voulu au contraire en faire des choses, etc. En fait, j'ai été poussé petit à petit, en fait, à chaque fois, tu vois, à rentrer dans le monde de la spiritualité, quoi. Ça, c'est rien, mais je pense que tu vois, ouais. Est-ce que le couple, il n'a pas beaucoup d'importance là-dessus? Ouais, Parce qu'on n'est pas. C'est qu'à l'entrée d'une deuxième personne dans la vie, elle change aussi de direction. Hein. Ouais, non, c'est clair, c'est tout à fait un bon. Mais même ça vient d'Hachem, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, voilà, quoi, c'est ça l'histoire. Moi, je dis, ça vient d'Hachem, ça c'est une des choses à travers le couple, ça fait partie des choses, mais il y a plein d'autres choses, c'est-à-dire rétroactivement, c'est rétrospectivement, tu peux toujours réfléchir en disant, ah voilà, j'ai fait ce choix-là, ça aurait changé, etc. Mais la plupart de ces choix-là, en fait, qui ont une influence tellement générale dans la vie,
c'est des choix qu'on fait inconsciemment, quoi. Donc, tu vois, ça veut dire rétrospectivement, tu penses que tu as choisi avec qui tu t'es marié, mais en fait, honnêtement, je pense pas que tu l'as vraiment choisi. Tu vois, j'en sais rien, je pense pas que j'ai du mal à croire que quelqu'un il peut dire vraiment honnêtement qu'il a vraiment choisi avec qui il s'est marié, quoi. Ça veut dire il a, voilà, et, quelle que soit la raison, c'est tombé amoureux, whatever it is, etc. Voilà, il n'était pas conscient de tout ça. La même chose avec plein d'autres choses, tu vois, avec voilà, plein d'autres trucs, tu vois. Donc c'est pour ça, je sais pas, tu vois, en fait, c'est tout, c'est tout. Mais je pense que voilà, j'en sais rien, c'est intéressant, tu vois. Je pense que voilà, c'est pour ça veut dire que grosso modo, c'est comme si en fait, c'est beaucoup dans Rahman de Vaslav, il parle aussi beaucoup de ça, tu vois. Ça veut dire, c'est comme si en fait, cette contradiction qui est entre, si tu veux, dans l'homme, cette contradiction qu'il y a dans l'homme, en fait, elle peut être, c'est comme si de la musique, en fait, elle peut être jouée en mode mineur ou en mode majeur, quoi. Et ça veut dire que, c'est comme ça qu'il dit Rahman de Vaslav, mais ça veut dire, ça veut dire que si quelqu'un, en fait, il décide d'entrer dans la spiritualité, donc il va jouer en mode majeur, ça veut dire, en fait, la contradiction, elle sera là, mais elle va être, on va dire, complètement, on va dire, pas sublimée, mais elle va être, on va dire, je sais pas comment dire, tu vois, elle va être spiritualisée, elle va être, voilà, elle va se jouer ailleurs, quoi. Elle va se jouer dans quelque chose de beaucoup plus abstrait, euh, puisque le sens, il va rentrer beaucoup plus dans quelque chose d'une manière beaucoup plus abstraite, on va dire, que si jamais, en fait, quelqu'un il va vivre ces mêmes contradictions dans le monde de l'action, où en fait là aussi il va trouver un sens à travers ses choix, mais ça va être plus dans un mode mineur, quoi, comme tu vois, comme dans le monde de l'action, quoi, comme tu vois, comme le Kohen Gadol, comme Adam Arishon, tu vois, un truc comme ça. C'est où, tu vois ce que je veux dire? C'est ça ce que j'ai. Dans la Véloute, on voit ça beaucoup parce qu'en fait, tu vois, comme tu dois t'arrêter d'étudier, tu dois tout arrêter. Donc c'est là où en fait tu te retrouves devant une sorte de super grosse absurdité, tu vois, que tu vois, ça veut dire que jusqu'à, tu vois, ça veut dire que tu vois, je t'étais pas rendu compte à quel point, tu vois, ça veut dire que j'étais étranger à moi-même, quoi. Mais après ça, je vois en fait que voilà, il y a pas d'autres, j'ai pas vraiment de, voilà, je pense pas que ça veut dire, voilà, je pense pas qu'en fait il y a une possibilité quelconque, tu vois, même si, tu vois, à part, tu vois, ça veut dire de vouloir se reconnecter avec soi-même, je pense que c'est plus ou moins une illusion aussi, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est ça, enfin, je pense, tu vois, à un certain niveau, quoi. Enfin, ça peut être simplement une sorte je sais pas comment expliquer, tu vois, de rêve romantique, quoi. Tu vois, tu vois, c'est tout, c'est quelque chose, ça peut être, comment dire, une sorte d'une histoire, quelque chose d'un rêve ou une sorte de, voilà, comme ça. Mais ça peut pas être plus que ça. Tu vois. Ça peut être une fiction, quoi, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'une fois, une fois que quelqu'un il a commencé à étudier la Torah, etc., ça veut dire vouloir se reconnecter à la vie, ça peut être lors de la fiction. Tu vois, c'est la vérité. Mais en tous les cas, enfin, ouais, j'en sais rien, mais je sais pas, j'en suis assis sous les comme ça, je sais pas pourquoi ça vous intéresse ce que je dis, j'en sais rien, je sais pas pourquoi je vous le dis, honnêtement, mais bon, ouais. Quand je vous ai vu que j'étais pas tellement intéressé par le Rambam sur le web de mes usages, je me suis dit, bon, ok, ça les intéresse. Quand je suis revenu en France, c'est ce que je me suis dit, je me suis rendu compte, j'avais oublié à quel point les Français étaient romantiques et tout ça, etc. Donc, ils sont là, etc. Ouais, whatever it is, tu vois. J'en sais rien, c'est intéressant, c'est intéressant. Je sais pas, c'est intéressant les Français de manière générale. Et c'est intéressant. Whatever it is. Qu'est-ce que je te dis? Ça aussi, ça m'a aussi beaucoup. J'en sais rien, tu vois, j'en sais rien, j'en sais rien. Ça veut dire, je sais pas. Ça veut aussi beaucoup de choses, tu vois, quand j'étais, parce que comme, enfin, quand tu vois, ça veut dire, quand j'étais, moi, pour la première fois, j'étais revoir des goïms, etc., etc., et c'est intéressant, ça veut dire, c'est intéressant de voir. C'est intéressant. C'est sûr qu'en fait, tu vois, ça veut dire, on peut aussi, ça veut dire, on peut sentir une unité avec l'humanité, tu vois, à travers la Terre. Et je pense que les goïms, tu vois, qui viennent de ces endroits-là, vraiment, tu vois, retirés, tu vois, du terroir, etc., ils ont vraiment une relation, tu vois, je pense que la plupart, ils ont vraiment bon cœur. C'est vraiment des gens droits et comment dire, très, tu vois, en général, honnêtes, en fait, par rapport aux juifs, en tous les cas. Mais ça veut dire, mais ça veut dire, et qui sentent une sorte d'unité, tu vois, liée à la terre, quoi. Et je pense que, tu vois, ça veut dire
Tu vois, ça veut dire, encore une fois, si tu veux revenir sur Heidegger, ou même si tu vas sur Heidegger, mais ça veut dire la condamnation qu'il y a eu sur le nazisme, en réalité, en disant, voilà, tout ce qui est lié à la Terre, c'est génocidaire, etc., etc. Je pense, tu vois, je comprends, tu vois, qu'en fait, ça veut dire c'était une erreur, ça veut dire c'est pas vrai, ça veut dire que dans l'amour de la Terre et dans la relation à la Terre, il y a aussi une relation à l'humain de manière générale, au fond, tu vois. Mais voilà, et c'est sûr qu'en fait, ça veut dire vouloir recréer l'unité tu vois, de l'homme à travers la spiritualité, comme les Juifs ils veulent faire, ou ils font. Tu vois, puisque c'est comme ça qu'ils vivent maintenant, ça veut dire, au fond, puisqu'ils sont incapables de se lier à la terre, quoi. Je veux dire, c'est sûr que quand tu vas en Israël, à part ça, j'étais en Israël, c'est sûr que les Israéliens, ils n'ont rien à voir avec la terre. Ils sont là-bas complètement, jamais vu des mecs plus en vacances que les Israéliens, quoi. Ça veut dire, donc clairement, tu vois, ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils foutent là-bas. Tu vois, mais ça, c'est tout à fait net. Hein. Tu vois, mais je pense parce que voilà, quoi, je pense que tu vois, ça veut dire une fois que tu as voulu, que tu as vécu l'unité, tu vois, toute l'histoire de la. Ça veut dire l'unité du peuple d'Israël, elle est spirituelle. Tu vois, c'est très difficile, en fait, de la faire reconnecter avec la terre, quoi. C'est très difficile de la faire reconnecter avec la. C'est tout, tu vois, ça veut dire. Bref. Et c'est intéressant de voir comment ça marche les goyim, de voir, en fait, la limite, tu vois, que ça. C'est assez intéressant, je sais pas, j'en sais rien, c'est whatever, tu vois, c'est dommage qu'il leur manque le sens, tu vois, ça veut dire l'unité, ça veut dire la reconnexion qu'ils ont avec la Terre, ça leur donne pas un sens. Ça leur donne pas un sens. Ça leur donne, ouais, ça leur donne, ouais, c'est vraiment le contraire d'être juif, quoi. Mais ça veut dire, tu vois, c'est intéressant, c'est intéressant. Intéressant. Je vois, ça veut dire, voilà, je sais pas vous saouler plus que ça, mais c'est intéressant. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est quelque chose, il y a de quoi, beaucoup de quoi réfléchir, quoi. On a l'impression, en fait, que les Juifs, ils arrivent à reconnecter avec la terre qu'à travers l'enterrement, quoi. Honnêtement, ça veut dire, tu vois, c'est quand tu vas à Rezetim et tout ça, machin, à Mnouchot, t'as l'impression que les gens, ils veulent se faire enterrer en Israël parce qu'ils reconnaissent à la terre qu'en étant enterrés dedans, quoi. Mais que sans ça, ils n'arrivent pas, quoi. Tu vois, tu vois. J'en sais rien. Ouais, j'en sais rien, je sais pas. Dans la Kabbalah, normalement, tu vois, il faudrait, tu vois, ça veut dire normalement quand on fait la prière, etc., à part le fait qu'il faut se reconnecter avec le peuple d'Israël, ça veut dire que, tu vois, quand on fait la prière, on fait le Shem tout Israël, il faut se reconnecter avec la terre, tu vois. Et je pense que c'est ça et c'est pas, tu vois, c'est pas évident, ouais. Et ça veut dire, whatever. Tu vois, peut-être, tu vois, c'est ça le. Je vais arrêter de vous saouler, je vais arrêter de vous saouler, j'ai pas envie de vous saouler plus que ça. Et ouais, c'est ça, tout ce que j'apprends de tout ce voyage, ce long voyage que j'ai fait, parce que pour moi, ça a été un grand périple, là, tout ce mois-là. Ça a été un grand voyage. En tout cas, ce qu'on peut dire de la relation, effectivement, ce qu'on comprend un peu de la relation avec les non-juifs, effectivement, c'est que quand on se regarde l'un, en tout cas, chacun a une question pour l'autre, effectivement. C'est on se regarde, il y a on voudrait se comprendre quelque part, c'est ça qu'on sent, c'est qu'on voudrait se comprendre, mais on n'y arrive pas, quoi. On sent aussi une question dans la tête du goy quand il regarde. Instinctivement, il sait qu'il a affaire à un juif. Ça, je veux dire, faut vraiment avoir. On sait on se reconnaît. Et on sait qu'on est quand même l'un en face de l'autre. On a une question pour l'autre. Et bon, on aimerait bien savoir ce que c'est qu'un juif. Bon, toi, tu as l'air de dire, tu aimerais bien savoir ce que c'est qu'un goy aussi, mais. Non, mais moi, on a une question comme ça l'un pour l'autre. Je pense que la raison pour laquelle, tu vois, en fait, ça ne veut pas se répondre, c'est parce qu'en fait, c'est parce que c'est deux droites confondues, tu vois. C'est parce qu'en fait, c'est la même réalité qui est vécue différemment, donc ça ne peut pas se questionner. Ouais. Tu vois, il y a cette volonté, ça fait sens quand même aussi. C'est pour ça qu'il y a des juifs qui meurent en Israël pour défendre. Je pense
ils veulent répondre aussi à cette question de la terre comme ça. Mais c'est vrai que ça peut paraître très absurde pour un juif, pas du tout évident. Moi, en interrogeant mes neveux qui ont fait toute la dernière guerre, là, ils ont bien vite retrouvé. Enfin, il y a un côté absurde, quoi. J'ai bien vu dans leur discours que ce qu'on leur faisait faire, c'était très absurde, quoi. Ils s'en sont plaints eux-mêmes, mais bon, peut-être pas un rapport comme ça. Mais je sais pas, moi je pense que tu vois que même tu vois par exemple, tu vois même le nom, tu vois, de Tzva Haganah Israël, qui est traduit en anglais par Jewish Defense Force, tu vois, c'est pas une armée de défense de la terre d'Israël, c'est une armée de défense du peuple d'Israël. Et tu vois, et ces gars, quand tu demandes à tous les Chayalim et tout ça, si tu veux, comment dire, leur motivation, elle n'est pas de défendre les frontières, tu vois, elle est de défendre le peuple. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, il y a quand même une étrangeté par rapport à la terre. Tu vois, c'est-à-dire, pour un goy, tu vois, les Ukrainiens, les mecs, les Russes et tout ça, ils se battent pour des frontières, ils se battent pour des bouts de terrain, tu vois. Pour les Juifs, tu vois, ils ont vraiment du mal à ça. Parce que tu vois, tu vois, ça veut dire parce qu'ils ont pas ce rapport-là, tu vois. Tu vois, comme je dis, mais c'est vraiment lié à cette histoire-là du Kohen Gadol et du Moshe Rabbeinu, tu vois. Quand tu as la Torah, il y a nécessairement quelque chose de la matière qui va t'échapper, tu vois. À moins de vraiment d'avoir, tu vois, ça veut dire d'avoir une double culture, si tu veux. Et d'avoir une sorte de double héritage, tu vois, comme le roi David. Difficile. On peut dire que le juif qui recherche les chemins de la vie, quelque part, c'est un peu comme une fuite. En tout cas, il peut le vivre comme une fuite, certainement, quoi. Certainement. Bon, il y en a qui peuvent fuir toute leur vie, hein. Mais on sent bien que, je veux dire, ça les fait aller dans des frontières de plus en plus lointaines et qui finissent souvent par renier leur héritage, quoi. C'est à ce prix-là, en fait. C'est à ce prix-là, souvent. Je sais même pas. Je sais même pas si on peut vraiment renier son héritage quand on est juif, mais ça veut dire, mais voilà, mais ouais, comme tu dis, il y a des beaux salopards chez les juifs, il y a vraiment des beaux salopards. Oui, alors ça, c'est certain. Non, mais c'est sûr, mais c'est normal, c'est parce que voilà, c'est sûr qu'on n'a pas cette stabilité qui est donnée par la relation à la terre, quoi. C'est tout. Ça veut dire avoir une unité qui est liée sur la spiritualité, c'est ça l'unité du peuple juif. Ça veut dire c'est beaucoup moins, c'est comme dit le Maharal, c'est beaucoup moins stable, c'est beaucoup plus, non, on va dire, c'est beaucoup moins stable, on va dire, et beaucoup plus artistique, et beaucoup plus flou, et beaucoup plus, ça veut dire, voilà, branlant, on va dire qu'avoir une unité qui est liée sur la terre. Parce que la terre, c'est quelque chose qui est très stable, etc. Mais et qui est très clair, etc. Mais c'est sûr. Mais j'en sais, mais je pense qu'au fond, tu vois, comme tu dis, les Juifs et les Goïs ne peuvent pas se rencontrer parce qu'en fait, c'est pas parce qu'en fait, ils sont la même chose, tu vois. C'est vraiment l'histoire de Yaakov et Esav et tout ça, c'est qu'en fait, c'est vraiment parce qu'en fait, c'est la même personne, sauf que c'est des personnes qui sont. C'est toi qui m'avais dit qu'il y avait un mirage qui disait qu'Yaakov et Esav, c'était la même personne. C'était toi qui m'avais dit ça, quelqu'un. C'était toi qui m'avais dit ça. Tu vois, c'est très possible, tu vois. Ça veut dire que tu vois, en fait, c'est vraiment la même personne, sauf que tu vois, c'est vraiment ces deux manières d'appréhender la vie, d'appréhender son corps, d'appréhender. C'est tout, tu vois. Et ça veut dire c'est tellement radicalement, c'est en même temps tellement la même chose et tellement différent que c'est impossible, si tu veux, d'avoir un regard de l'un sur l'autre. Ouais, ça veut dire. On peut confondre les deux, tu vois. Ça veut dire voilà. Tu vois, ça veut dire. On peut avoir le double héritage, on peut vivre les deux en même temps. On peut vivre les deux en même temps. On peut, tu vois, mais voilà. Mais même ça, c'est pas quelque chose qui va, comme je dis, c'est que on peut pas vivre la contradiction des deux en même temps, ça on peut pas. Ça veut dire, on peut comprendre comment les deux fonctionnent ensemble, on peut avoir une harmonie entre les deux, mais on peut pas avoir, si tu veux, cette contradiction entre les deux qui créerait du sens, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire, c'est ton Yetzirah Tov ou ton Yetzirah sont soit juifs, soit goy. Tu peux même être juif et goy en même temps, mais en tous les cas, la guerre qui est entre ton Yetzirah ou ton Yetzirah Tov, elle sera soit juif, soit goy, mais elle peut pas être. Tu peux pas en fait avoir un Yetzirah Tov juif et un Yetzirah goy, tu vois. C'est pas possible. C'est là où ça.
Je vous laisser tranquille parce que j'ai de la peine pour vous. Et je me suis déjà assez saoulé. Merci beaucoup en tout cas pour votre aide et pour votre écoute. Et voilà, merci pour tout. Et que des bonnes choses pour tous. Et que des bonnes On est content de vous de retour. Et cette discussion post-étude. Voilà, la discussion post-étude. Attends, tout à l'heure, on fait la Gemara Betra. Je ne sais pas si je mettrai l'un avant l'autre ou l'autre avant l'un, mais enfin, disons, c'est packaging. Ok, d'accord. All right. Ça va. Very good. Tout à l'heure.